Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On vous accompagne avec Olivier, toute l'équipe habituelle, Sébastien, Maxime, eh bien, où est Florence? Florence est pas loin, bien sûr. Emma, notre stagiaire qui est là. Merci à vous surtout de nous suivre. Vous savez que c'est jour de match. Là, c'est la 3e ronde qui commence. C'est les vraies choses qui commencent aujourd'hui, Isabelle. Ah, ça, pour toi, là, c'est pour la moi, vraie... Oui, parce que tu es à 4 victoires de tomber en finale de la Coupe Stanley. Et ça, je pense que ce n'est pas rien. Voilà. Mon premier invité, vous le connaissez bien, c'est Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne du TVA 22h, animateur d'À vos affaires, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, ambassadeur de la Fondation Paul-Gérard-Lajoie, animateur de la dictée PGL, rénovateur à 16 heures et fier partisan du Canadien de Montréal dont il arbore une magnifique cravate. Je tiens à remercier Robert de Saint-Alexis-des-Monts qui m'a fait parvenir cette belle cravate du Canadien qui va nous porter chance ce soir. Toi, t'as juste dit ça à ton émission À vos affaires. Moi, je me prendrais une cravate du Canadien et elle t'arrive comme ça dans l'univers. Demandez et vous obtiendrez quand on a un public en or. Écoute, c'est magnifique. Moi, j'avais déjà dit à mon public que je m'ennuyais, que j'aurais pas dû donner à Renaissance mon... vous savez, les Walkman à l'époque, là? Ouais. Puis j'avais ça, un Walkman jaune. Puis lui, s'est excusé, il dit, j'ai pas un jaune, mais je vous envoie mon vieux Walkman noir. Que c'est gentil. C'est quand même gentil. On a un public fabuleux. Oui. Je sais pas si on peut dire Walkman encore ou si Marie-Èva de Villers nous taperait sur les doigts. Je pense que Walkman doit être dans le multidictionnaire. Sans doute, ouais. Et toi, tu as animé la dictée PGL. Tu as même reçu à ton émission hier. Oui, des gagnants d'un concours qu'on avait mené avec la dictée PGL. Hey, c'est incroyable. En fin de semaine, c'était la 35e édition, la finale internationale. Isabelle, il y avait des gens du Sénégal, de Djibouti, des États-Unis, du Maroc, évidemment du Québec, de partout au Canada, qui étaient rassemblés, 76 jeunes, 5e année, 6e année du primaire. Et qui faisaient, là... Qui font encore des dictées. Qui aiment ça, qui ont des entraîneurs de dictées dans leur pays, là. C'était fabuleux de voir ça. Puis des jeunes qui maîtrisent super bien la langue. Écoute, je l'ai réalisé, la dictée, parce que j'animais l'événement. C'était la ministre de l'Éducation qui lisait la dictée. Je vais être très transparent, j'ai fait 2 fautes. Tu as fait 2 fautes, toi? Et la gagnante a fait 2 fautes. Ah, bon. Je te dirais que si j'avais révisé ma dictée, elle avait peut-être quel âge, que j'aurais la gagnante? Elle était en 6e année du primaire. Voilà, alors, tu vois, des jeunes très allumés. Chaque fois que je la vois, je me dis, il faudrait bien la faire, mais il faut que tu trouves quelqu'un là, qui te la lit. Oui. Et puis, mais c'est un bel exercice Absolument. de français. Ça me permet de vous dire qu'on aura effectivement la conceptrice de ce multidictionnaire de la langue française tout à l'heure à l'émission. On va en parler et vous me direz s'il y a des mots qui sont nouvellement acceptés dans notre langage, dans nos dictionnaires. On vous en a parlé récemment avec Florence qui dit souvent, comme Olivier, mais surtout fac. Non, Flo a dit fac. Fac. Et moi, fac, c'est la limite pour moi. OK. Toi, est-ce que tu dis fac? Fac, mais c'est une béquille. Ouais, alors, non, je ne l'utilise pas tant que ça, mais je ne juge pas les gens qui utilisent le fac. Quand même. On en parlera tout à l'heure. Ben, écoute, je voulais te recevoir, PO, parce que récemment, je regarde, d'abord, je suis ton émission et surtout le combat des circulaires. Oui. Je l'ai lu dans le journal. Aujourd'hui, ça sortait, comme tous les jeudis, n'est-ce pas? 2 pleines pages et autres pages, parce que ça suit. Ensuite, il y a des recettes. Je dois dire que tu es la plus grande fan du combat des circulaires. Chaque semaine, tu m'en parles. Oui, non, mais complètement. Ça fait 3 semaines que tu me dis, j'aimerais vraiment ça recevoir Pierre-Olivier Zappa. Oui, parce que je veux qu'on parle de ça, parce que dans une des premières stratégies dont nous parlent les auditeurs, c'est un sujet que j'aborde souvent avec mes auditeurs l'après-midi, une des stratégies, c'est de suivre les circulaires, c'est d'avoir des stratégies d'économie, d'achat à l'épicerie. On sait qu'avec le logement PO, l'épicerie, c'est le 2e point de pression là, sur le budget. Encore aujourd'hui, l'Institut de la statistique du Québec nous dit que dans la perception de la pauvreté, il y a un Québécois sur 3 qui est convaincu qu'il n'est pas capable, malgré son salaire, de répondre à ses besoins de base. Les besoins de base, c'est se nourrir, c'est se loger, c'est se vêtir. Se loger, c'est une dépense qui n'est pas compressible. Exact. Alors, on peut pas, tu sais, on a un loyer, on a une hypothèque, on peut renégocier son hypothèque aux 3 ans, aux 5 ans, mais la marge de manœuvre, elle est limitée. Par contre,
lorsque tu vas à l'épicerie, tu fais des choix. Oui, tu peux acheter moins, mais idéalement, tu n'achètes pas moins, tu achètes mieux. Et pour mieux acheter, il n'y a pas 10 000 façons de le faire. De consulter les circulaires, moi, je le fais depuis des années. Et simplement, parfois, parce qu'on n'a pas trop le temps, de consulter la première page d'une circulaire. Ça te permet de voir les produits d'appel, les produits que les grandes bannières vendent à perte pour vous attirer dans leur commerce. Et avant d'entrer dans une épicerie, mon réflexe immédiat, c'est soit de dégainer le téléphone portable avec une application comme Glouton, comme Reebee pour voir les spéciaux, ou encore de saisir une bonne bière circulaire papier, de la demander au comptoir. Papier. Moi, j'adore papier. Oui. Et là, je me promène avec ça et ça me guide dans mon parcours. Si une semaine, les fraises sont en spécial à 1,88 $, à la maison, on va manger des fraises. On ne mangera pas des bleuets ou des mûres. On va y aller avec les petits fruits en spécial. Donc, les circulaires, c'est un outil qui existe depuis tous les temps, mais qui devient encore de plus en plus pertinent dans notre parcours d'acheteur. Ouais, tu dis, l'idée, c'est pas de moins manger, on fait des choix, et l'idée, c'est pas d'acheter moins de nourriture. Malheureusement, beaucoup de gens sont rendus là aussi. Ils sont obligés de faire des choix douloureux. Et tu vois, dernièrement, on en parlait avec les auditeurs, puis c'est sans doute l'occasion de vous donner nos numéros là, pour pouvoir participer à cette discussion, de nous dire comment vous vous arrangez. Êtes-vous plus circulaire, papier, application? Bref, est-ce que vous êtes... Intelligence artificielle aussi? Oui, c'est vrai, c'est ça, j'allais dire aussi. Vrai, oui. Appelez-nous 1-877-827-2346, 1-87-CUB-RADIO. Et toi, P.O., est-ce que ça te prend du temps, fouiller ces fameux circulaires-là? Écoute, c'est une opération qui dure quelques minutes, et qui te fait sauver beaucoup d'argent. Lorsque je suis arrivé il y a quelques années avec le combat des circulaires, c'est quand la spirale inflationniste s'est mise en marche à l'épicerie après le début de la pandémie et que là, on voyait du 4, du 5, du 6 % d'augmentation sur une base annuelle. Je me suis dit, pourquoi pas plonger dans la circulaire et y voir aussi, Isabelle, le reflet de dynamique géopolitique, sociale, économique, marketing, climatique, marketing. Parce qu'une circulaire, au-delà de l'aspect publicitaire, ça renferme toutes les dynamiques qui animent l'économie contemporaine. Aujourd'hui, si on a des rabais sur les asperges et qu'on aura de bons rabais dans les prochains mois, c'est parce que la météo risque d'être favorable à la production d'asperges au Québec. Quand il fait 28 degrés, comme il a fait il y a quelques jours, les asperges poussent. C'est ça, les asperges poussent à vue d'œil. Alors, si on a de belles températures, on risque dans nos circulaires de retrouver des asperges. Alors, lorsque moi... le beurre, en ce moment, par exemple. Le beurre est vraiment pas cher. J'ai envie de dire que c'est une machine à remonter dans le temps en ce moment. C'est ce que j'aime des circulaires. Ça nous ramène à certaines époques. Là, le prix du beurre nous ramène à il y a un an et demi. Le prix des œufs également. Si vous avez porté attention, ces derniers mois, le prix des œufs est vraiment en baisse. Et on était quoi, à 2,66 $ la douzaine il y a une semaine. Et j'ai l'impression... ils courent pas dans le poulailler, ceux-là. Ouais. Bon. Puis ils mangent peut-être pas de la même moulée que les autres. Ça fait d'excellentes omelettes. Toi, tu dis peu importe. Toi, tu manges n'importe quel œuf. C'est-à-dire que je pense que la nourriture qui se ramasse sur nos tablettes, dans nos frigos, dans nos épiceries, répond déjà à des normes qui sont beaucoup plus strictes qu'ailleurs dans le monde. Je suis déjà allé dans des poulaillers et tu sauras que quand tu achètes des œufs de poule qui sont en liberté, là, la notion de liberté, Isabelle... J'aimerais ça aller voir leur liberté. Elle est élastique. Mais pour avoir été dans des poulaillers... dans un enclos. C'est clairement, mais il y a un petit peu plus d'espace. Absolument. Parce que si tu vas dans des poulaillers plus industriels... disons qu'elles ne déploient pas leurs ailes souvent. Tu as raison. Par contre, regarde, je vais donner l'exemple du pâté au poulet Saint-Hubert, qui est souvent en spécial dans les circulaires, qui est même sous la barre des 5 $ pour certains formats. Ma conjointe cuisine des pâtés au poulet. Ça lui coûte plus cher cuisiner son pâté au poulet maison que d'acheter un pâté au poulet Saint-Hubert. Peut-être, mais elle sait ce qu'elle met dedans. Oui, justement. Là, je m'en viens là. Le poulet qui est dans le pâté au poulet Saint-Hubert, c'est du poulet qui vient de la Thaïlande. Et là, je te dirais qu'on ignore les conditions dans lesquelles ont été élevés ces poulets. Bref, on ferme la parenthèse. Mais ça fait partie de tout ça. Ça fait partie de tout ça. Parce que tu parles des choix. Là, quand t'es rendu à dire, moi, tu sais, si tu veux, t'es comme dernièrement, moi, j'avoue, je l'achète en spécial. Un petit poulet de la ferme des Voltigeurs, donc local, québécois. Puis je paye un petit poulet 12 à 14 selon la grosseur, 14 $, 15 $, mais on arrive à manger, tu sais, je le fais rôti, après je le décortique, je fais même un bouillon avec la carcasse, puis on se fait des sandwichs au poulet ou de la salade César au poulet, tu comprends? Après, tu te fais 2-3 repas.
ben ça te fait pas cher la portion. Circulaire et éviter le gaspillage alimentaire, Tellement. c'est les deux stratégies. On sous-estime à quel point on gaspille de la nourriture qui reste dans le frigo, dans le garde-manger. Ça m'arrache le cœur, malheureusement. Moi, je sais pas si tu arrives à contrôler ça, le gaspillage alimentaire, mais moi, ça me sidère. Et parfois, tu vois, le 2 pour 1, 3 pour 1, tu sais, t'achètes, plus t'en achètes, moins cher c'est. Quand c'est du périssable, je pense qu'il faut éviter ça. Et ça devient plus difficile, surtout si on vit seul. Hein. Tu sais, moi, les gens qui vivent seuls m'écrivent souvent en disant il y a énormément de promotions pour les familles, pour des achats avec de gros volumes. Alors, quand on est seul, c'est plus difficile justement d'y arriver. Voilà. On a Diana au téléphone. Bonjour. Bonjour. Je suis votre discussion. J'adore. J'ai l'application Glouton. Mm-hmm. J'aimerais rajouter, il y a des applications où c'est comme des coupons, mais c'est en ligne sur le téléphone, genre Checkout 51, Cadle, Eclipse. Justement, la semaine passée, Cadle, dans mon application, je me suis fait payer pour acheter un filet de porc, des oignons en sachet, puis un autre produit, je ne me rappelle pas. J'ai fait 2 $ pour acheter le produit et j'ai goûté des nouveaux produits qui étaient vraiment délicieux. Ça, c'est avec quelle application, vous dites, Diana? Cadle. Tu connais ça? Oui, Théo? je connais ces applications-là. Puis vous Où marquez tu te fais payer, tu reçois une compensation? Des récompenses. Puis Diana, vous soulevez un excellent point, très utile. Il existe ces programmes qui vont soit vous redonner une remise en argent ou qui vont vous encourager à acheter des produits pour les découvrir. Donc, vous avez je vous donne un exemple fictif, une entreprise qui commercialise du fromage, qui va sortir un nouveau Avarti au jalapeno, puis qui souhaite que les consommateurs l'adoptent. Ben, ils vont vous offrir une récompense via ces applications. C'est le principe du couponing, là. C'est le principe du couponing, mais sauce 2026 avec une application et surtout un retour en argent direct là, dans votre compte, en argent sonnant. Wow. Donc, et puis Diana, j'imagine que vous économisez, vous réussissez à vous faire quand même quelques dollars par épicerie avec ces applications-là. Je pourrais vous dire avec Cadle, je me suis acheté un frigo. Juste ça, j'ai sauvé 500 $. Êtes-vous sérieuse? Oui. Wow. Ils m'ont. J'avais un peu de doute, là, mais là, je peux le dire, ils m'ont remboursé dans mon application. Alors, j'ai eu un nouveau frigo. Là, présentement, il y a des choses qui sont chez Walmart pour l'été. Des chaises, il y avait un parasol à plus haute valeur. Non, j'ai sauvé, juste sur Checkout 51, présentement, j'ai à peu près 400 $ en retour. Ouais. Et Cadle, on l'écrit C-A-D-D-L-E. Alors, si vous voulez faire comme Diana, Cadle, C-A-D-D-L-E, c'est une application qui se télécharge puis qui permet aux utilisateurs de tester des produits. Mais c'est certain, Diana, que la morale aussi de l'histoire, c'est qu'il faut faire attention à deux choses. Les informations, et donc, vous devenez le produit. Quand on utilise une application comme ça, vos comportements d'achat, vos décisions, les magasins que vous fréquentez, l'application va récolter ces données personnelles. Et c'est aussi parfois un moteur de consommation. Est-ce que, la crème glacée, on va me redonner 50 cents si je l'achète. Est-ce que j'aurais nécessairement acheté cette crème glacée-là? Est-ce que celle qui est à côté, qui est en spécial, j'aurais peut-être opté pour cette autre marque? Il faut être prudent. Avez-vous tendance, moi par exemple, je suis considérée dans les consommatrices qui aiment beaucoup, si tu mets nouveau sur un produit, moi l'acheter. Moi l'essayer. Tu sais? Es-tu comme ça, toi, P.O.? Non, t'es pas comme ça. Au contraire. Vous, Diana, vous allez l'essayer si on vous donne 2 piastres, c'est ça? Non, je m'en allais dire, moi, je me qualifierais plus cheap. Puis j'essaie de me tenir à des produits que j'achète assez souvent. Alors, je vais combiner, faire des recherches quand c'est en spécial. C'est là que je la jette avec le coupon, le rabais. Mais j'aimerais aussi rajouter qu'il y en a un nouveau, je crois que c'est québécois, ça s'appelle, c'est Partageons, et il me donne un retour pour des produits québécois, et on peut choisir un service communautaire à qui ils vont donner une partie d'argent aussi. J'ai vu ça sur françoischaron.com. Ah oui, tu connais? Je connais pas cette application-là, mais c'est fort intéressant. Merci beaucoup. Je crois que c'est Nous Partageons, puis c'est ça, il y a comme exemple, la semaine passée, il y avait la gabière.
puis il y avait un coupon, un retour d'argent, mais on peut aussi choisir un service bénévole où les fonds vont aller aider aussi. Et vous dépensez combien? Est-ce que vous vivez seule, Diana? Vous avez une famille ou des bouches à nourrir autour? 2 enfants, 20-25. Oh, ça mange des gars ou des filles? Un garçon et une fille. Mm-hmm. Mais je cuisine beaucoup depuis que j'ai 5 ans. Que je cuisine. Je suis un peu comme vous là, avec le poulet puis tout ça, puis j'essaie d'économiser. Ouais. Puis je fais des recherches. Exemple, le poulet. Est-ce qu'une poitrine de poulet avec os est moins dispendieux qu'un poulet entier? Exact. Cuisiner, j'ai pesé les os et c'est quand c'est en rabais. Puis c'était pas mal équivalent. Alors, non, je watch mes sous quand ça vient à cuisiner. Puis, vous faites la bonne chose, puis en ayant la stratégie circulaire, application, puis après ça, ne boudez pas vos petits plaisirs qui ne prennent pas beaucoup de temps. Vous avez un spécial en circulaire, il n'y en a plus sur la tablette. S'il n'y a pas de quantité inscrite sur la circulaire, exemple, il n'y aura que 16 douzaines d'œufs en spécial, demandez un coupon différé. Prenez le 2 minutes. Là. Moi, je le fais. Je vais au comptoir, je demande un bon différé ou à la caisse. Il ne restait plus de fraises en spécial. Tout ça, vous avez le bon différé. Vous l'utilisez la semaine suivante. Même chose quand il y a une erreur de prix à l'épicerie. Alors ça, c'est ce qui me fait frétiller quand j'arrive. Est-ce que tu t'ostines? Je ne m'obstine pas. J'évoque la loi de la protection du consommateur. Alors, si, par exemple, il y a une erreur de prix, il y a un article qui est affiché à 8 $, on vous le scanne à 10 $, il est gratuit, l'article. Dans la majorité des cas, il y a quelques exceptions, mais vous évoquez la loi sur l'exactitude des prix, la politique d'exactitude des prix, la loi de l'OPC. Je suis tombée sur une exception. Récemment, il y a quelques jours. Ou le vin non, en épicerie? Un petit pot de tisane de verveine qui était normalement à 9,99 et qui était en liquidation, qui était en spécial à 6,99. J'aime beaucoup la verveine. Alors, je me dis, j'y vais. Arrivé à la caisse, ça met 9,99. Donc, je dis à la caissière, excusez-moi, c'est pas le bon prix. Regardez. Puis, comme je les connais, que je sais qu'ils m'ostinent à chaque fois, j'avais pris une photo. Et elle dit, ouais, mais non, c'est 9,99. Je dis, non, vous voyez la photo, c'est juste ici. Là. En plus, c'était le rayon qui était tout à côté. Et puis? Écoute, ça a pris 15 minutes. Et finalement, je dis, écoutez, c'est vraiment pénible. Je suis désolée. À chaque fois, faut que ça prend toute une... Sincèrement, 15 minutes de mon temps, mais c'est par principe, PO, tu comprends? C'est comme ça m'énerve tellement parce que je me dis, à la rigueur, c'est pas tant pour le 3 $, mais c'est aussi pour le 3 $, parce que si moi, je me plains pas, t'imagines? Nous, on a des grands gueules, hein? Mm-hmm. On s'ostine, on le dit, puis c'est pas grave, on n'a pas d'ego, tu comprends? Absolument. Mais les gens, le monde ordinaire un peu plus timide, qui vont dire, OK, d'accord, on va le payer. Mais c'est le commerçant. Il y a une loi. Alors, je le dis, la loi dit que normalement, là, le gérant vient, puis il dit, et là, ils ont cherché fort pour pas me le donner. Là, ils ont trouvé je te dis, ça a pris au moins 15 minutes. Là, ils m'ont dit, il va falloir aller à la caisse. Je dis, mais pourquoi je suis pénalisée? En plus, il y avait une game du Canadien, c'était jeudi dernier. Pauvre toi. Samedi, toi. Bref, non, mais c'était comme, oui, pourquoi ça tombe tout le temps sur moi, les erreurs de prix? Bref. Puis j'ai fait exprès, parce que moi, je leur cause du trouble, tu comprends? Moi, je suis fatigante, là. Ils me voient arriver, ils disent, non, pas elle. Mais j'alterne de magasin, si je leur donne une chance. Bon. Là, j'arrive Puis finalement, il m'a dit, mais regardez, c'est pas le même code barre. Et ça, c'est une exception. Puis il avait l'air tellement content. Mais parfois, il y a un geste commerçant qui peut être fait. Tu sais, par exemple, s'il y a une étiquette qui traîne, qui n'a pas été... Tu sais, il y a une étiquette qui traîne depuis quelque temps. C'était le rabais de la semaine passée. L'étiquette est restée là. Il y a une date. Puis là, tu arrives à la caisse, tu évoques la loi. Non, il lâche rien. Mais bon, parfois, ils peuvent faire un petit geste commerçant. Cela dit... Dans les petits plaisirs à ne pas bouder, il y a aussi les imbattables, Isabelle. Oui, puis... moi, je fais toutes les bannières. Hein. Je vais au Super C, au Maxi, au IGA, au Adonis, au Tigre Géant. J'alterne vraiment. Ça me permet de prendre le pouls puis de jaser avec les clients. Et de voir qui sont les meilleurs, parce que vous l'avez fait l'exercice récemment. Et quand je vais chez Maxi, je fais mes imbattables. C'est-à-dire, j'arrive à la caisse avec les circulaires de l'ensemble des bannières. Et les gens partent parfois à rire là, quand je dis ça, puis trouvent ça cocasse. Mais écoutez, là, quand on arrive à économiser 40 $ sur une épicerie... Mais c'est long. Travaille pour ton 40 $. Moi, je connais peu de gens qui réussissent à faire 40 $ en 5 minutes. En 5 minutes. C'est un 5 minutes qui peut te paraître long, mais c'est 5 minutes. Parce que chez Maxi, ils sont habitués. Ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur...
qui est pourtant la même bannière Maxi là, que c'est Sobeys, Maxi? Maxi, c'est Loblaw, donc c'est Provigo. Donc c'est Provigo, c'est ça. Et puis ça doit dépendre des quartiers aussi. Puis ça doit dépendre de la gérance aussi. Parce qu'il y en a qui sont plus commerçants que d'autres. C'est-à-dire que les imbattables, c'est vraiment dans leur politique. Maintenant, c'est certain que si tu prends quelqu'un qui décide de scruter à la lettre tous les articles que tu présentes comme étant imbattables, là, ça peut passer de 5 à 10 minutes. Ouais, tu vois, il y a comme Amélie qui dit « J'ai aussi vécu comme Isabelle. Mon chum roulait des yeux, il ferait jamais ça. » Mais il faut le faire, hein, c'est ça. Oui, exact. C'est le principe, hein, tu l'as dit, Isabelle. Et quelqu'un mentionne aussi, Pierre-Luc, au métier de Cube Radio, il rappelle la réduflation, hein, que de plus en plus de produits, l'emballage, en fait, on en a moins pour notre argent au fur et à mesure. Ça semble la même chose, mais finalement, lui, il dit on devait acheter pour un repas, par exemple, un paquet. Et là, c'est une famille de 6, il doit en acheter 2 pour le plein prix en plus. Donc, il y en a moins dans tout ça. Il y a la réduflation, tu marques un excellent point, et il y a de plus en plus de déqualiflation. C'est-à-dire, donc, on la moins bonne qualité. On réduit la qualité. Il y avait plus de beurre, on utilise plus de shortening. Il y avait plus de matière grasse animale, on remplace ça par des produits végétaux, moins chers. Donc, ça, on voit ça de plus en plus. J'ai été inondé. As-tu des produits en exemple? J'ai été inondé récemment, puis on n'a pas de preuves tangibles, donc je ne veux pas m'avancer, je dois être prudent dans ce que je vais avancer. Mais j'ai reçu énormément de courriels de téléspectateurs qui ont constaté que la texture du fromage jaune Singles, le classique qu'on met dans les burgers, avait changé. Que le fromage était friable. Il est mou. Ouais, que ça n'avait pas le même goût. Non. Comme de fait, tu regardes les résultats financiers de Kraft Heinz, puis la multinationale est en gros chavirement, ça va pas super bien. La tranche est plus mince. Mais la tranche a l'air plus mince. Faut que t'en mettes 2. Elle a surtout une texture qui est différente. Alors, est-ce que c'est de la déqualification? Est-ce qu'on a voulu sauver des coûts en changeant la recette? C'est possible. As-tu vu, hier, je regardais, il y a une dame, je me dis, mon Dieu, il faut que je la contacte, une Québécoise qui disait qu'elle avait acheté du poulet dernièrement, mais tu sais, pas du poulet dont on a... Tu sais, du poulet sans nom, là, sans marque. Et elle disait, ça fait 2 fois, je pensais que c'était ma cuisson. Et finalement, non, mais il est tellement caoutchouteux. Et là, tu sais, quand tu tombes, je sais pas si toi, tu tombes des fois à cause de tes algorithmes, sur toutes sortes d'exemples, tu parlais des fraises. Là, il paraît que les fraises de Triscol, écoute, je sais pas si c'est une théorie farfelue, mais il y en a qui disent que c'est plus des fraises, que c'est d'autres substances qui ressemblent à des fraises. Bon, a priori, c'est des vraies fraises. Écoute, on sait pas trop. Mais là, sur le poulet, moi, sincèrement, rendu là, tu sais, tu dis, ils mettent... Qu'est-ce qu'on sait qu'ils mettent dans la bouffe qu'on mange? Non, t'as raison. Je veux dire, il y a des grands groupes industriels qui vont... Tricatel sortait de ce corps. qui vont remplacer... qui vont mettre plus d'huile de palme, par exemple. Il y a plusieurs aliments récemment où on a vu davantage d'huile de palme parce que ça coûte moins cher. Donc, c'est certain que... Sans nous le dire. Sans nous le dire. C'est inscrit dans les ingrédients, mais les quantités ne sont pas précisées. Mais c'est certain que dans une période d'inflation alimentaire, Isabelle, la qualité de ce qu'on mange risque de régresser, tout comme la qualité de l'expérience à l'épicerie. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, quand Provigo réalisait des investissements majeurs, toi qui as travaillé à TQS sur Ogilvy à Montréal, tu sais, à côté, il y avait un gros Provigo. Là. C'était ce que les Anglos appelleraient un flagship store. Tu demanderas à Marie-Èva de Villers comment on traduit flagship store, un magasin porte-étendard. Et à l'intérieur du magasin, tu avais des meules de parmesan aussi grosses. C'était magnifique, il y avait de la déco, c'était beau. C'était énorme. Tu rentrais là, tu avais une expérience. Là, tu te pensais en Europe, tu pensais en Italie, dans l'allée des pâtes. Écoute, 10 ans plus tard, ça a été transformé en Maxi. C'est gris. C'est de la tuile de vinyle au plancher. L'expérience, c'est 0. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que il y a 10 ans, dans un contexte économique qui était radicalement différent, ce que cherchait le consommateur, c'était autre chose. C'était une expérience, c'était du choix, et le prix n'était peut-être pas le critère numéro 1. Aujourd'hui. Je suis pas d'accord, tu vois. Moi, je pense qu'on veut encore ça. C'est juste qu'on nous l'offre plus parce que les bidas des grands groupes font qu'ils coupent. Tu viens de nous le dire. Non, mais la tranche de fromage, réduflation, déqualification, ou comment aujourd'hui, le choix. Mais nous, on veut toujours une expérience. Écoute, je sais pas. Je ne pense pas, moi, Isabelle. Oui, en tout cas, moi, j'aimerais ça avoir du plaisir à l'épicerie, alors que là, j'aime bien ça, je te le dis. C'est certain que tu aimerais avoir une belle expérience. Mais désormais, si je te mets 4 fromages parmesan devant toi, avec 4 emballages différents de 4 provenances de la région de Parmigiano, où est fait le parmesan, est-ce que tu vas choisir le parmesan en fonction du prix?
ou en fonction des recherches que tu vas faire sur Wikipédia, sur tel producteur de parmesan, etc. Tu risques de décider, de baser ta décision sur le prix. Oui. Et comme le prix devient l'argument numéro 1, loin devant tous les autres arguments, ben, les grandes bannières se sont adaptées en conséquence. Mais tu vois, quand tu achètes mais on laisse aller le goût et la qualité. C'est sûr qu'on y perd au change. Tu vois, le parmesan est un très bon exemple parce que, par expérience, faut que tu payes un petit peu plus cher pour avoir un parmesan de meilleure qualité. Tu sais, quand je veux vraiment me gâter, là, puis de temps en temps, là, tu sais, je passe dans la petite Italie, là, t'as le marché Jean Talon, t'as tu vas chez Milano. Mais chez Milano, le parmesan est plus abordable que dans bien des grandes bannières. Exactement, c'est ce que je me suis rendu compte dernièrement. Mais c'est parce que tu veux tout acheter tellement ça a l'air goûteux. Et aller chercher, tu sais, trouver dans votre secteur où vous soyez, par exemple, dans le Grand Montréal, t'as un paquet d'épiciers qui cassent les prix aussi. Tu sais, des petites épiceries indépendantes. Exact. Je pense à Bonanza La Lumière sur Jean Talon, pas loin des Galeries d'Anjou. C'est une épicerie qui est dans le fond d'un petit mail commercial. Et là-bas, tu entres et tu vas trouver régulièrement, chaque semaine, des petits fruits à 1$ la caissette. Est-ce que les petits fruits vont durer 2 semaines dans le frigo? La réponse est non. Mais tu peux faire de la confiture. Ou tu peux en servir le lendemain ou sur le lendemain et tu vas retrouver un paquet de produits moins chers. Moi, j'achète plusieurs fromages, des olives chez Bonanza parce que je vais les trouver à 25-30% moins chers que ce que je trouve ailleurs. Mais c'est ça qu'il faut chercher. Je pense qu'il faut diversifier l'offre aussi. C'est Sylvain... 2 destinations par semaine. 2 destinations par semaine. Là, faire 2 grandes bannières ou une grande bannière, un épicier indépendant et vous allez pouvoir faire baisser la pression sur votre facture. Les marchés PA, moi, j'ai acheté 2 concombres pour 99 sous parce que j'ai vu dans la circulaire d'aujourd'hui, là, ça dit le concombre anglais au tic géant, il est 93 cents. Oui, c'est pas mal, et ça. Et à un autre endroit aussi, il est, je pense que c'est chez Super C aussi, où les concombres sont pas chers. Mais 2 pour 99 cents, à tel point qu'à la caisse, j'ai fait, c'est bel et bien 2 pour $1 pour 99 cents. Ils m'ont dit, oui, donc ça fait 50 cents chez PA. PA, c'est un excellent exemple. Je ne sais pas si tu vas sur du parc, là, chez PA. Oui, celui-là, ou des fois au centre-ville, il y en a un aussi. Et chez PA, tu as un choix de fromage. Ta tzatziki, tu vas la payer moins cher chez PA versus ailleurs. Donc, quand on a des repères comme ça en ville, puis qu'on peut adapter son menu, puis qu'on a un peu de temps, ben, de multiplier les destinations, c'est une autre façon d'économiser, puis de compresser le budget alimentation. Et connaître les bonnes bannières, parce que très rapidement, vous avez fait justement la compilation des meilleurs et tout. Métro a remporté le combat des circulaires une fois depuis janvier. C'est souvent une course à 3. Vous avez trouvé, PO? Et je l'ai mis à jour là, pour toi parce que... t'es fin, je t'ai fait travailler. Écoute, on a 9 victoires depuis le 1er janvier. Alors, palmarès mis à jour. La chaîne Maxi est la numéro 1 avec 9 victoires. Suivi de Super C avec 6 victoires. IGA est pas loin derrière. IGA est vraiment dans la course. 5 victoires du combat des circulaires. Métro, 1 victoire, mais Métro est souvent arrivé bon 2e et prétendante également au titre de meilleure bannière de la semaine. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'il y a énormément de concurrence et ça, c'est quand même au bénéfice des consommateurs. Si tu m'avais dit il y a 1 an qu'IGA serait en 3e place sur le podium, pas loin de la 2e place, je n'y aurais pas cru. Par contre, il y a eu un changement de stratégie clair où les marchands IGA sont beaucoup plus agressifs, les prix sont beaucoup plus compétitifs. Regardez la première page des circulaires IGA avec les prix vérifiés, avec depuis 2 semaines les circulaires révisés par les marchands et vous allez trouver des offres qu'on n'aurait pas cru possibles il y a 1 an de cela. Prix révisé, c'est pas juste du marketing, on peut... Non, les prix révisés, ça vous permet, lorsque vous achetez un item chez IGA et qui est en spécial ailleurs, qui est moins cher, d'obtenir la différence en points Scène Plus. Et les Québécois sont friands des programmes de fidélisation. Métro Moi, Scène Plus, Optimum. Vous regardez le nombre d'abonnés puis le nombre d'utilisateurs de ces programmes-là, ça a vraiment explosé. Et puis, lequel est le mieux d'après toi? Je pense que les 3 ont vraiment leur avantage et les 3 sont généreux. Ça vaut la peine. J'ai des amis qui ne les utilisent pas parce qu'ils se disent je ne veux pas que mes données personnelles soient utilisées par ces bannières-là. Mais moi, rendu là, je les utilise puis j'utilise les points et ça vaut vraiment le coup. Surtout que dans la stratégie marketing des grandes bannières, de plus en plus, on verrouille des rabais derrière les programmes de fidélisation. Donc, de ne pas être abonné, malheureusement, de ne pas avoir son téléphone cellulaire avec l'application, vous allez laisser quelques dollars sur le comptoir. Complètement. Je pense que c'est nécessaire. Mon expérience, mon petit conseil, c'est que si vous avez Optimum, c'est mieux de dépenser vos points à la pharmacie avec le Redeem de points. Mais c'est pas toi qui le dépenses 1 fois par année? Ben là, écoute, ils font plus de Redeem de points qu'avant. Avant, c'était 1 à 2 fois par année. Puis là, maintenant, il y en a plus régulièrement.
premièrement, parce que ils veulent aussi c'est du cash, là. C'est beaucoup d'argent. Pourquoi la pharmacie? Parce que c'est plus intéressant, t'en as plus pour ton argent que si tu vas acheter du stock chez Provigo. Ou Maxi, peu importe. Et t'es mieux d'acheter ton beurre chez Pharmaprix parce que la récurrence des rabais sur le beurre chez Pharmaprix est beaucoup plus importante que chez Maxi ou que chez Provigo. Exactement. Le beurre devient un produit d'appel, un loss leader, diront certains, en pharmacie. Tu sais, qui aurait cru ça il y a quelques années? Des fois, sur les céréales, des fois, moi, j'aime beaucoup les gros cornichons polonais. Oui. Ils sont souvent en spécial au Pharmaprix. Et voilà. Tu vois? Un petit complément d'épicerie. De s'échanger nos trucs. En terminant, Isabelle Pierre-Olivier, vous avez parlé des fameuses tranches de fromage single qui ont changé de goût. On a beaucoup de commentaires sur la messagerie à ce sujet. Est-ce que les gens sont d'accord? Ben, on a Manon au téléphone, justement, qui a remarqué ça depuis l'automne dernier. Bonjour, Manon. Bonjour, Manon. Bonjour. C'est ça, moi, l'automne dernier, j'ai communiqué avec Kraft, là, parce que le fromage single de Kraft, c'était granuleux, comme s'il y avait eu un sable dans la tranche de fromage. Et oui, ça collait après le papier. Et puis, je leur ai écrit, envoyé des photos de mes paquets, et ils m'ont retourné 2 bons rabais de 10 $. Ah! Bon, mais vous êtes bonne. Vous avez appelé Kraft Canada. Ce qui est bien, c'est qu'ils vous ont répondu, puis en plus, ils ont été commerçants, ils vous ont envoyé des bons rabais. Mais ça, vous avez tellement raison. Moi, j'avoue que j'aime bien le fromage orange, tout en sachant que... Bon, qu'est-ce que tu veux? Fromage entre guillemets. Exactement. Mais dans un burger, c'est imbattable. Qu'est-ce que tu veux, c'est sûr. Et un petit grilled cheese comme ça. Oui. Là. Oh, mon Dieu. Mais c'est vrai qu'il colle sur le plastique. Oui, c'est ça. Fait qu'avec mes 2 bons rabais, j'ai attendu qu'il y ait des spéciaux sur les 48 tranches. Et à 9,99, ça m'a rien coûté pour avoir 2 paquets de 48 tranches. Ouais, Avez-vous essayé les tranches de luxe, là, les tranches plus épaisses? C'est sûr. Mais... Moi, je les trouve pas bonnes. J'achète le Black Diamond, moi. Ah ouais? Je sais pas, Manon, si vous avez essayé d'acheter une autre marque. Moi, je trouve que Black Diamond, c'est meilleur. Manon, vous les essayez les plus épaisses? Moi, quand je me paye un petit luxe à l'épicerie, c'est les tranches plus épaisses. Les doubles. Oui, exactement. Ouais. Merci beaucoup de votre appel, Olivier. Il y a tellement de commentaires. Guylaine de Montréal nous mentionne que Single, le Kraft, a changé la recette à travers le lait. En fait, la crème du lait, elle était beaucoup plus diluée dans l'eau. C'est-à-dire, on a mis beaucoup plus d'eau dans la tranche, d'où la texture qui a changé. J'ai été voir et c'est vrai, il y a plusieurs plaintes par rapport à ce sujet-là qui ont porté sur ça. Et ça me semble être une hypothèse viable. Pourquoi? Parce que dans le lait, tu as plusieurs éléments. Tu as la protéine, tu as le gras, tu as ce qui reste. Et le gras, c'est ce qui coûte de plus en plus cher. Pourquoi? Parce que la demande pour la crème, la demande pour le beurre, elle était en ascension ces dernières années. Donc, quand une entreprise utilise des matières grasses, des matières laitières grasses, comme le beurre, comme la crème, ben, le premier élément pour couper des coûts, c'est de diluer ou c'est de baisser la teneur en gras des produits laitiers utilisés. Exactement. En tous les cas, je pense que, écoute, tous nos commentaires, Olivier, montrent à quel point les gens sont comme toi et moi. Absolument. PO, ils cherchent. Effectivement, quelqu'un donne raison à Florence. Elle a raison, le Black Diamond, ils sont meilleurs. Et tiens, on a un élément sur les marques maison. Oui, la marque maison. Julie de Saint-Alexis qui utilise la marque maison. Je sais pas si c'est dans le fromage ou dans le... Non, mais ça, c'est un autre élément. Les marques privées. Il y a toute une génération des gens qui m'écrivent qui éprouvent presque une gêne à acheter des produits sans nom ou des produits President's Choice irrésistibles. Et pourtant, moi, je n'hésite jamais à acheter des marques privées et bouder parfois des marques nationales. Pourquoi? Parce qu'une marque privée, c'est souvent synonyme de qualité. Isabelle, Des fois, c'est à la même usine. Mais c'est souvent la même usine. Et une marque, tu sais, un Lobla, un Maxi, un Super C, ne peut pas se permettre de commercialiser avec sa marque privée un produit qui n'est pas de qualité, parce que s'il arrivait quoi que ce soit, c'est un incident directement sanitaire, la bannière. C'est la bannière qui serait éclaboussée. Alors, quand vous achetez une marque privée, généralement, pas tout le temps, mais généralement, c'est gage de sécurité et de qualité. Ouais. Écoute, PO, merci beaucoup. On va te suivre toujours, bien sûr, au TVA 22h, le combat des circulaires, à vos affaires. Vous avez toujours... Moi, je suis abonné à toi tous les soirs. Ce soir, tu nous écouteras, tu nous regarderas. On reçoit un Québécois installé en Caroline du Nord depuis 28 ans
et il sert dans son camion de bouffe de rue des poutines québécoises aux partisans des Hurricanes de la Caroline ce soir. Ben voyons donc. Quelle histoire. C'est un homme d'affaires, un ingénieur logiciel qui a pour passe-temps son camion de bouffe de rue. Il y en fait le commerce depuis plusieurs années. C'est une histoire fascinante qu'on vous présente à 18h30 sur LCN. Moi, j'ai fait ça à l'époque. La fin du monde est à 7h. J'ai ouvert un kiosque de poutine de rue. OK. Oui, à New York. Ah ouais? Oui, ça a bien exactement. marché? Au Times Square. Est-ce que tu as fait fortune? Et je sais plus combien j'ai fait, mais j'ai fait quelques centaines de dollars. C'était un grand... Oui. Je sais pas quelle idée folle nous avait pris d'aller faire ça, mais on essaie des affaires. C'est quand on voulait être international. Mais oui, les New-Yorkais étaient écoute, la poutine, tellement. Merci beaucoup, P.O. Y a pas de quoi, merci. c'est un plaisir. Pierre-Olivier Zappa, mesdames et messieurs. On s'arrête ici. Tout de suite après la pause, on va parler de soins dentaires. Vous savez qu'il y a un régime canadien de soins dentaires. Là, il y a un compte à rebours très important de savoir un peu parce que comment ça marche, parce que ça peut vous toucher si vous faites 90 000 $ et moins. Ça, c'est pas mal la classe moyenne. Alors, c'est important d'être à l'écoute. Puis, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez encore les moyens d'aller chez le dentiste? Quand on voit les prix, sincèrement, et surtout on en parlait tout à l'heure avec PO, il y a une étude qui est sortie là, de l'Institut de la statistique. Il y a 27 % des Québécois qui disent qu'ils n'ont pas les moyens d'aller chez le dentiste. 27 %. C'est assez inquiétant parce que, en plus, la santé bucco-dentaire, c'est primordial. Donc, on vous en parle tout de suite après ceci. Restez à l'écoute. Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière. Elle parle d'inégalité sans crainte. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis 2 ans et demi à peu près, il y a le régime canadien de soins dentaires. Plusieurs Québécois d'ailleurs en bénéficient. Et en même temps, quand on vous demande si vous allez, d'ailleurs je vous pose la question, si vous allez chez le dentiste, si vous avez encore les moyens d'aller chez le dentiste, il y a eu un sondage léger d'ailleurs qui a été réalisé dans le cadre du mois de la santé bucco-dentaire en avril dernier. Et il y a une majorité de Québécois qui disent, ben oui, c'est super important. La santé bucco-dentaire, c'est essentiel. 94 % disent ça fait partie de la santé globale. Et pourtant, il y a à peu près 1 Québécois sur 3 qui dit qu'il n'a pas consulté un dentiste depuis 1 an. Alors, ça veut dire pas de soins d'hygiène bucco-dentaire, pas de traitement de quelque sorte, que ça soit carie ou autre. Puis avec les quantités de sucre qu'on ingère, je peux vous dire qu'il y a sans doute beaucoup de monde qui mériterait d'aller voir le dentiste puis d'être vérifié. Mais il y a une question de moyens. Et c'est vrai que quand on regarde les coûts pour aller chez le dentiste, c'est un luxe. Je pense qu'on va se le dire. C'est un luxe. J'ajouterais aussi les assurances là-dedans. Il y en a qui peuvent en profiter, mais il y en a qui... C'est la chance d'avoir une Exactement, assurance. c'est la chance. Parce que je pense que c'est un produit de luxe pour tout le monde actuellement, le dentiste, c'est extrêmement cher. Et je vous invite à appeler d'ailleurs si vous allez chez le dentiste ou pas, hein, 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Puis on voulait parler de ça, entre autres, parce que là, il y a une espèce de compte à rebours. Vous avez quelques jours encore pour vous réinscrire à ce programme canadien de soins dentaires. Si vous avez déjà bénéficié du programme, il faut se réinscrire chaque année. Si vous n'avez pas, et ça, vous avez une date limite, là, c'est jusqu'au 2 juin. Après ça, à partir du 2 juin, c'est les nouvelles candidatures, les nouveaux inscrits, parce que pour le moment, si vous essayez de vous inscrire comme nouveau patient à ce régime, vous pouvez pas le faire. Je l'ai essayé tout à l'heure. Je me suis d'ailleurs perdue sur le site. Je le trouve vraiment compliqué. On va en parler tout de suite avec Stéphane Defoy, organisateur communautaire à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Merci Stéphane d'être avec nous. Vous êtes en charge du dossier des soins dentaires, oui, entre autres. C'est important parce que dans votre clientèle à Pointe-Saint-Charles, qui est un organisme communautaire, une clinique communautaire, ouais, vous voyez beaucoup de gens qui ont des enjeux bucco-dentaires, qui n'ont pas les moyens, justement, des gens qui pourraient bénéficier du programme, certains qui sont, mais d'autres qui ne savent pas que ça existe. Il y a tout ça encore aujourd'hui, là. C'est... Premièrement, peut-être comme entrée en matière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ce régime-là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en termes de soins dentaires, au Québec, comme partout ailleurs dans les autres provinces canadiennes, le régime public est à peu près inexistant. Là. Au Québec, c'est tout le privé, le dentiste. Là. Oui, puis je vais vous le faire simple. Là, ce qui est couvert par l'assurance maladie au Québec en ce moment, c'est uniquement pour les soins dentaires pour les enfants qui ont moins de 10 ans.
seulement les soins, faut pas que je me trompe, curatifs, pas les soins préventifs, puis aussi les personnes sur l'aide sociale pour les soins de base. Le reste, là, il n'y a pas de couverture, c'est du privé, puis tu payes de ta poche ou si tu as une assurance collective. Donc, oui, ce régime-là, il est quand même pertinent, mais vous comprendrez qu'il prend la place qui n'est pas occupée par les provinces parce que les soins dentaires, ça fait partie des soins de santé, comme vous l'avez bien dit en entrée en matière. Donc, c'est de compétence provinciale, ultimement, là. Oui. Mais comme le Québec fait rien, ben, le régime a pris place. Et nous, sur le terrain, ce qu'on constate, nos équipes, c'est que c'est pertinent, là. Moi, j'ai regardé les chiffres ce matin. On parle au Québec, là, 900 000 personnes qui ont eu des soins via le régime canadien de soins dentaires. Fait que ça dénote qu'il y a un besoin. Vous l'avez dit aussi, les coûts sont faramineux, les soins dentaires. Vous avez le dentiste, là. Mais c'est incroyable. C'est pas quelques centaines de dollars. Mon Dieu, là. Non. Ça, c'est pour un nettoyage. Ouais, examen de nettoyage. Mais si tu as besoin de faire traiter pour un problème X, c'est plusieurs centaines de dollars. Ça peut vite dépasser le 1000, 2000 si vous tombez dans la correction, dans les implants, dans les couronnes, les traitements de canal. Mon Dieu, ça va tellement vite. C'est vraiment un luxe. Mais vous dites, le privé... Puis vous parlez des assurances. Les assurances, il y en a beaucoup aussi aujourd'hui qui ne couvrent plus, d'ailleurs, les soins dentaires, comme les soins oculaires, la vue, là, souvent, on va laisser le choix, d'ailleurs, aux membres d'une assurance collective. Est-ce que vous voulez payer? Puis là, on se rend compte que c'est tellement coûteux que les gens finissent par dire, laissez faire, là, juste assurer les médicaments, mais je vais m'arranger avec les dents puis les lunettes. Puis finalement, les gens, ils lésinent là-dessus parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ben, tu sais, moi, je pose souvent la question aux gens. Est-ce que vous en connaissez? Prenons des familles. En connaissez-vous beaucoup des familles qui disent, cette année, là, dans mon budget, je vais me conserver un 2-3 000 $ pour les soins dentaires. Tu sais, personne ne fait ça. Non. Fait qu'à un moment donné, quand tu arrives chez le dentiste, tu croises tes doigts. Et là, tu te dis, j'espère que j'ai pas une carie. J'espère que j'ai pas une correction à faire. Alors, effectivement, c'est des soins qui sont hyper dispendieux. Puis, les plans d'assurance collective, comment ça fonctionne maintenant, c'est que le soin dentaire, il est optionnel. Donc, ça veut dire que tu n'es pas obligé de le prendre. Mais c'est ça. Donc, si tu le prends, tu le payes, là, ton assurance. Ouais. C'est vraiment... Puis moi, j'ai décortiqué la mienne. Je prends l'assurance dentaire. Puis la mienne, mon soin dentaire, là, il me coûte sur mon plan d'assurance presque 15 à 20 % de la prime à chaque... C'est énorme. C'est énorme. Alors, beaucoup de gens disent, on le prend pas. Et c'est limité, sans doute. Je sais pas c'est quoi votre limite. Et si vous avez un nettoyage à l'année ou aux 2 ans ou... là, chaque plan d'assurance est différent. Mais, premièrement, si tu prends cette assurance dentaire-là dans ton plan d'assurance collective, c'est pas tout qui est couvert non plus. Les soins, tu sais, la parodontie, des choses comme ça, c'est pas couvert non plus. Puis, tu sais, un examen de nettoyage, prenons un exemple bien concret, oui, l'assurance va payer 60-70 %, mais il y a encore une partie aussi à payer au dentiste. Exact. On peut effectivement se ramasser avec des surprises aussi. Absolument. On a un auditeur au bout du fil, Jocelyn. Bonjour, Jocelyn. Bonjour. Est-ce que pour vous, c'est un luxe, les soins dentaires? Oui, c'est un luxe que je suis même pas capable de me payer. Et vous faites pourtant, on me dit que vous faites 80 000 $ et pourtant, avec votre... Moi et ma femme, on gagne environ 90 000. On n'est pas loin de 90 000. À deux ou chacun? Oui, à deux. À deux. À deux, puis on peut pas se payer ça. Puis avec même mon assurance collective, moi, j'ai essayé de la prendre, là, avec l'assurance collective. Oui. Puis, c'est tellement dispendieux. Je dis, gars, oubliez ça. Puis eux, ils remboursent seulement 70 %. Tu sais, je dis, moi, de toute façon, j'en aurais besoin, là, parce que ça fait plusieurs années que j'ai pas été chez le dentiste. C'est ça qui est terrible. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment trop cher. Et donc, vous, si je comprends bien, comme vous avez une assurance collective, vous n'êtes pas admissible à ce régime canadien de soins dentaires, là. Exactement. Je suis pas admissible. Mais moi, je suis avec l'assurance de ma femme parce qu'elle lui coûte moins cher. Ouais. Puis elle a un genre de choses qui rembourse. Elle peut se faire rembourser des médicaments, elle peut se faire rembourser certaines choses. Puis eux, le gouvernement, ils ont dit non, ça, c'est une assurance dentaire. Ah oui. Ouais. Alors que dans les faits, ça n'en est pas une, ouais. Ça s'appelle gestion santé.
Ouais. Merci beaucoup de votre appel, Jocelyn. L'exemple Stéphane? de monsieur est très intéressant, c'est-à-dire que ce régime-là, si tu as accès au niveau de tes assurances collectives, pas si tu la prends, l'assurance dentaire, si tu as accès à une assurance, même si tu la prends pas, tu n'es pas admissible. C'est ça. Donc, moi, je la prends pas, mettons, mais j'ai accès, parce que vous savez, maintenant, sur le fameux T4, là, les employeurs remplissent, ils cochent une case si vraiment, avec ton travail, avec ton employeur, tu as accès à cette assurance-là. Comme monsieur l'explique, ben lui, même s'il a accès, même s'il n'apprend pas, ça veut dire qu'il n'y a pas, même s'il est admissible au niveau de son revenu, il ne sera pas admissible pour le régime en soins dentaires. Voilà, parce qu'il faut quand même expliquer, il y a c'est les gens qui font 90 000 $ et moins, mais il y a des barèmes, là. Les cotes-parts qu'on appelle. Voilà. Ouais. Voulez-vous expliquer ça un petit peu, Stéphane? Vous allez m'aider, hein? Oui, certainement. Bon, OK. C'est le revenu net, là, c'est 90 000 $ et moins. Fait que là, si une personne ou le revenu familial, là, mettons, est de moins de 70 000 $, là, la couverture est 100%. Et 100%. Ouais. Si c'est entre 70 000 et 80 000, là, la couverture... 60. OK, vous l'avez. Ouais. Puis de 80 à 90, c'est 40%. Oui. Voilà. Mais il ne faut pas oublier une chose très importante. Ouais. C'est que le gouvernement, quand il a instauré ce régime-là, il y a eu énormément de controverses au niveau des dentistes au Québec. L'Association des chirurgiens dentistes, pour ne pas la nommer, a fait pression auprès de ses membres, les dentistes, pour pas qu'ils adhèrent au programme. Alors, ce qui est arrivé... Pourquoi? Parce que eux, les tarifs qui sont émis par Santé Canada... Ouais, c'était pas les tarifs qu'ils chargent au Québec. Vous voyez venir, donc la grille tarifaire de l'Association des chirurgiens dentistes est plus élevée. Alors, eux autres, ils ont dit « No way, on ne fait pas partie de ça ». Le gouvernement n'a pas mis ses culottes, a plié. Et donc, même si vous êtes couvert à 100%, là, comme vous dites, moins de 70 000 $, le dentiste va pouvoir vous facturer la différence de grille tarifaire. Alors ça, là, je peux vous le dire, Mme Maréchal, il y a plein de gens qui pensent que c'est gratuit parce qu'il y a moins de 70 000 $, et hop, ils se ramassent avec une facture de quelques centaines de dollars. Pour un examen de nettoyage, la différence n'est pas élevée. Mais prenez, mettons, une couronne ou un implant dentaire, ben là, la différence de tarif, là, c'est plusieurs centaines, des fois même, ça peut aller, moi j'ai vu des gens jusqu'à peu près plus de 1 000 $ là, de différence. Ah, mais complètement. Alors, ils se font facturer pareil, là, parce que ça, c'est vraiment important pour vos auditeurs de comprendre que cette différence de grille de tarifs-là, les dentistes sont autorisés à la facturer aux clients ou aux patients, si vous préférez. On a beaucoup de questions. Oui, en effet. Et là, on a un cas quand même assez intense là, du côté de Valérie de Deux-Montagnes au 187 Cube Radio. Elle dit 700 $, un traitement de canal qui n'a même pas fonctionné. Ensuite, 400 $ pour un spécialiste qui regarde ma dent. Et au total, à la fin, 2100 $ de traitement de canal complet. Et il a repris le travail de sa dentiste qui était aux 700 $ le premier traitement. Donc, payé 2 fois. Il me reste à mettre un plombage permanent dans 2 semaines. Ça va encore coûter des dollars. Elle dit une dent qui coûte cher. Puis elle a attendu 4 mois pour le même spécialiste lors de ce second traitement-là. C'est pas une belle expérience. S'il a raté sa couronne, elle n'avait pas à repayer, là. Et moi, crois-moi que si tu me rates, là, je te repaye pas. Là. Est-ce que c'est le dentiste qui a raté ou peut-être qu'il y a eu des complications par la suite? À voir, je vais lui poser la question. Puis ça aussi, ça m'amène à la prochaine question. Est-ce que ça vaut la peine de magasiner notre dentiste? Parce que parfois, d'un dentiste à l'autre, les prix peuvent grandement changer. Mais oui, mais... Ça vaut. Votre réponse? Ça vaut la peine? Ça vaut la peine. C'est sûr. Nous, on a fait un exercice. Encore une fois, je prends toujours la base, un examen de nettoyage, ce que tout le monde a. Absolument, on a besoin d'un une fois par année. Nous, on l'a fait au niveau de cliniques dentaires à Montréal. On a ciblé peut-être 7, 8, une dizaine. Et on a vu une différence de prix. Là, je parle pas du régime canadien. Là. Je parle, tu sais, ce que ça coûte. Là. Tu sais, il peut y avoir pour premièrement, là, un examen de nettoyage, en ce moment, je vous dirais, là, il n'y a plus rien en bas de 250 $. C'est fou, pareil. Puis c'est pas le dentiste qui le fait, là. Le dentiste, il vient, il regarde, fait le tour 2 minutes, il regarde met ses doigts dans notre bouche vite. Après ça, il sort. Puis c'est l'hygiéniste dentaire qui fait tout le travail. C'est tout elle qui fait la job. C'est elle qui fait le détartrage. Et complètement. Oui, mais il faut la payer, évidemment. Donc, c'est sûr qu'il. Oui, mais c'est pas le même tarif, là, non, en théorie. Là. Vous, d'ailleurs, je vais vous entendre là-dessus, Stéphane, parce que vous militez pour une plus grande couverture publique. Il y a des gens là, qui nous écrivent là-dessus. Il faudrait vraiment. Il y a Claude de Mont-Saint-Grégoire qui dit la santé buccale, en général, c'est très important. Ça devrait être couvert par l'assurance maladie. Ça peut même avoir un lien avec des problèmes cardiaques résultant d'une mauvaise hygiène buccale. C'est ce qui ressort
sortie d'ailleurs en avril de ce fameux, c'était le mois de la santé bucco-dentaire au Québec, puis on a eu plein d'articles, vous irez les consulter, il y en a eu plusieurs dans les médias, qui nous rappelaient que une mauvaise santé buccale et bucco-dentaire, ça pouvait avoir des impacts importants sur la santé en général. Et vous dites, Stéphane, vous êtes organisateur communautaire à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, je le rappelle, vous envoyez tous les jours des enfants, des personnes âgées, mais du monde ordinaire là, qui sont plus capables. Et vous dites, faudrait que tout le monde soit couvert. Faudrait une plus grande couverture. Ben, ce qu'on milite, nous, c'est d'avoir une couverture c'est le régime public. Là. On a un régime public au Québec qui s'appelle la Régie de l'assurance maladie du Québec. Hein? Donc, ce qu'on veut, ultimement, on aimerait, que ça soit une couverture complète pour tout le monde. Mais ce qu'on veut dans un premier temps, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir une couverture, donc les soins, je le répète, curatifs et préventifs, c'est important, d'avoir une couverture au moins minimalement au départ pour les enfants de moins de 18 ans, parce que la santé dentaire. Les jeunes de 18 et moins, Ben, c'est parce que la bouche, c'est la porte d'entrée. Si à un moment donné, tu as une mauvaise hygiène dentaire, ce qui va arriver, c'est que, comme disait votre auditeur, ça veut pas dire vous allez avoir des maladies, mais c'est beaucoup plus propice. C'est démontré, le diabète, des maladies cardiovasculaires. Alors, pour les enfants, en prévention, c'est important d'avoir une couverture. Puis, on milite aussi pour qu'il y ait une couverture donc complète, toujours par le régime d'assurance maladie, pour les aînés. Madame Maréchal, la situation dentaire des aînés, là, quand on va dans les tours d'habitation collective, là, c'est terrible, catastrophique. C'est vraiment grave. Ben, d'où l'expression « manger mou ». On va tout être des petits vieux qui mangent mou, mais c'est pas parce qu'on veut, c'est parce qu'on aime le jello. Tu sais, les prothèses dentaires, mais c'est parce que faut c'est que ça. Changes, à un moment donné, ta morphologie change. Les gens vont pas changer leurs prothèses, il faut qu'on appelle les dentiers. Puis, ça tombe, parce que ça coûte cher, une prothèse dentaire. Alors, donc, nous, on dit, est-ce qu'on peut avoir une couverture? Puis, il y a des qualités différentes aussi. Oui, aussi, tout à fait. C'est l'autre chose, Et pour les gens qui nous diront, mais si c'est gratuit, ça va coûter plus cher au gouvernement, voyez ça comme un investissement. Les soins dentaires, je le répète, si tu as une mauvaise hygiène dentaire, tu as beaucoup plus de chances de te ramasser dans le milieu hospitalier. Donc, c'est un investissement pour le Québec d'avoir un régime public de soins dentaires. Puis pas une patente à gosse, là, où il faut que tu te réinscrives à chaque année. Puis tu envoies parce qu'il faut que tu fasses ton rapport d'impôt, c'est là-dessus qu'ils regardent. Fait que, je vous dis que ce serait mieux. C'est pas un mauvais régime, mais c'est pas ça ultimement qu'on veut. Puis il coûte quand même quelque chose, ce régime-là, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui se sont inscrits. Il faut vous réinscrire. Oubliez pas, là, la date limite, c'est ces jours-ci. Je l'ai pas loin, la date limite. Je vais retourner sur leur site. Le site, il est compliqué. C'est jusqu'au 1er juin pour ceux déjà inscrits au régime canadien. Puis pour les nouveaux, si vous voulez vous inscrire, c'est à partir du 2 juin. Les nouvelles inscriptions, essayez pas de le faire en ce moment, c'est fermé. Ça dit les demandes sont closes pour cette année de prestations seront ouvertes le 2 juin 2026 pour la nouvelle année. Donc, et qui va couvrir du 1er juillet 26 au 30 juin 27. C'est comme ça que ça marche. Et on va se réinscrire l'année prochaine. Je trouve ça compliqué. Sincèrement, mais ça fait œuvre utile un peu, même si quelqu'un nous disait, Olivier, t'as Daniel, vu, il l'a dit, je confirme que le renouvellement du régime dentaire est très long en ligne. Ça y a presque pris 1 heure simplement pour se réinscrire. Tu sais, je veux dire, je donne quand même le bénéfice du doute à Daniel qui doit être capable de remplir un formulaire là, assez simple normalement sur l'ordi. Là. Je veux dire, c'est en ligne, ça, c'est bien en ligne. Et il y a quelqu'un qui écrit, sa belle-mère a 82 ans, elle a un dentier, il lui reste 4 dents qu'elle a toujours fait nettoyer chez le dentiste. Ça lui coûtait 97 $ avant le programme gouvernemental, donc je comprends qu'elle est inscrite. Là, ça lui coûte encore 97 $ et pourtant, elle est inscrite au programme. Ce régime-là... C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. C'est aussi la gestion des exceptions. Alors, ce qu'on entend souvent aussi, c'est qu'il y a une complexité administrative. Ça, c'est les cabinets de dentistes qui nous disent ça. Pour des soins, là, tu sais, des soins vraiment, des soins plus spécialisés, là, l'orthodontie, la parodontie, semble-t-il que c'est Sun Life là, qui gère ce programme-là. En passant, c'est une compagnie privée qui gère le programme. Ce qu'on nous explique, c'est que souvent, pour un traitement plus spécialisé, il faut fournir des documents supplémentaires. C'est pas suffisant pour la Sun Life pour savoir. Alors, il faut on retourne chez le dentiste. Actuellement, tu peux te faire une soumission. Mais pour des soins spécialisés, c'est ça. Plus de paperasse pour voir si la personne est admissible ou non. Merci
Merci beaucoup. Stéphane Defoy, organisateur communautaire à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, en charge du dossier des soins dentaires. Allez sur le site, vous allez avoir plein d'informations, d'autres informations. N'hésitez pas à poser des questions. On s'arrête ici. Tout de suite après la pause, Marie-Éva de Villers est avec nous. C'est la grande créatrice du multidictionnaire de la langue française qui en est à sa 8e édition. On va parler de ça, puis je vais vous demander, puis vous, votre français, comment ça se passe? Je suis down. Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Je suis en train de rappeler à mon équipe, c'est surtout Florence qui me rappelle qu'il faut pas qu'on déborde sur chacune des entrevues qu'il nous reste à faire pour cette émission. Et là, je dis à Olivier, on va être tight sur les timings. Et là, je me rends compte que j'ai Marie-Éva de Villers juste à côté de moi, qui est la grande créatrice du multidictionnaire de la langue française qui en est à sa 8e édition. Je l'ai reçue à chaque édition d'ailleurs. C'est vrai. Et là, je me suis dit, alors je vous donne les mains, je tends les mains pour que vous me donniez une petite tape sur les doigts. Non, mais je suis tellement... Des fois, il y a des auditeurs et auditrices qui me disent, bon, là, Isabelle, ça fera les anglicismes. Mais bon, c'est malheureux. Moi, je suis désolée parfois moi-même. Je me désole moi-même d'utiliser un peu trop souvent des anglicismes ou d'avoir un choix de mots pas assez recherché. Mais comme quoi, Marie-Éva de Villers, on veut tous améliorer notre français. D'ailleurs, on en profite pour lancer la question à nos auditeurs. En effet, trouvez-vous que la langue française est devenue trop molle aujourd'hui? C'est une excellente question. On vous attend. En fait, vous pouvez nous appeler 1-877-827-2346, 1-87-CUB Radio. Et je rajouterais, faites-vous comme moi parfois des fautes, des anglicismes? Êtes-vous désolé de vous entendre parfois? Peut-être céder à l'ambiance générale, parce que c'est vrai que quand on est dans les grands centres, Montréal, par exemple, même le chef du Parti libéral pensait que le Québec était bilingue, était une province bilingue. Il faut quand même lui rappeler que c'est une province francophone. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglais. Vous sortez et puis ça y est, on est entouré, Marie-Éva. Dans un bain, nous sommes dans un bain d'anglais. Merci beaucoup d'être là. Merci. C'est avec un grand plaisir. Je lèverai votre... j'ai un petit peu de douleur au bras, mais il est tellement lourd. Oui. On peut pas le transporter. C'est 40 ans de travail, Marie-Éva. Oui. J'ai commencé en 1986. La première édition date de 1988. Et là, c'était un tout petit dictionnaire des difficultés de la langue française. Et il n'y avait pas de définition, seulement les mots avec les difficultés orthographiques, grammaticales, typographiques. Ouais. Et là, depuis, on a ajouté les définitions de nouveaux mots qui ont surgi. Et puis, on en est là à la 8e édition. Donc, il y a combien de mots? 45 000 à peu près, 45 000 mots. Wow. Il m'en faudrait 2, en fait, si je voulais m'en servir même. Ça a une double utilité. On peut faire des poids et haltères. Mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais c'est un travail passionnant parce que c'est le reflet de la société. C'est tellement intéressant. Je notais, par exemple, que dans la 5e édition, et ça nous dit vraiment l'évolution de la société. Oui. La 4e édition, on a biodiversité courriel. Donc ça, c'est en 2003. Ouais. Donc ça fait nous dit longtemps le courriel. Ouais. Carte de débit, thérapie génique. La 5e édition, quelques mots comme à titre d'exemple: balado-diffusion, cyclotourisme, accommodement raisonnable, aidant naturel. Donc là, on parle de 2009, développement durable, voiture hybride. La 6e édition, en 2015, carboneutralité, égo-portrait, info nuagique, intergénérationnel, borne de recharge, lanceur d'alerte. La 7e édition, là, c'est la COVID, déconfinement, divulgaché, info nuagique, surtourisme, télétravail, transpartisan, appropriation culturelle, crédit de carbone. Grosse année, celle-là. Oui. Et la 8e, bon, par exemple, déconsommation, écofiscalité, entrisme, réduflation, plutocratie, sylvothérapie, bracelet anti-rapprochement, obsolescence écologique, terres rares, sobriété numérique. Mais quel exercice incroyable à faire, parce que vous avez tellement raison, Marie-Éva de Villers, ça en dit tellement sur le monde dans lequel on vit. Chacune de vos éditions est le portrait de la société. Voilà. De l'évolution de la société. Et vous avez d'ailleurs parlé des derniers mots là, qui ont été rajoutés à la 8e édition. Et moi, ça m'a frappé parce qu'ils sont effectivement... On a parlé tout à l'heure avec Pierre-Olivier Zappa. On a justement parlé de réduflation. Hein, c'est Olivier qui mentionnait ça. Les gens nous ont parlé aussi on a parlé d'abordabilité, nouveaux mots.
Oui. Abordabilité? Oui. Ça n'existait pas avant. C'est-à-dire que certains mots existaient dans le vocabulaire. Prenons entrisme. Entrisme, à la lumière de l'actualité malheureuse de l'école Bedford, on a appris ce mot, mais qui existait depuis 100 ans. Sauf qu'on ne le connaissait pas ici. C'est pas Saint-Pierre Plamondon de mémoire qui a... de noyauter une organisation pour modifier. Bon, alors... On l'a intégré dans la nomenclature, non pas parce que c'était un néologisme, il existait déjà depuis un siècle, mais on en avait besoin. Un néologisme, c'est quoi? C'est un nouveau mot qui surgit, comme réduflation. C'est un mot créé de toutes pièces, d'ailleurs par l'Office québécois de la langue française, pour indiquer, au fond, cette entreprise qui va réduire un format, mais demander le même prix pour augmenter sa marge bénéficiaire. Et ça, je dois dire que la nouvelle édition du Petit Larousse 2027 a intégré réduflation. C'est relativement rare que les dictionnaires français intègrent les créations québécoises. Parce que c'est une création québécoise, ça, réduflation. C'est une création de l'Office. Courriel, non? Courriel, c'est l'Office qui l'a vraiment publicisé. On ne sait pas trop d'où qui l'a créé, mais il date quand même comme la poutine, tout le monde dit 2007. Oui, 2007. C'est quand même ancien. Là, mais donc, réduflation, c'est créé de toutes pièces par l'Office. Ça, c'est un néologisme. Déconsommation. Il y a plein de mots qui disent aussi à quel point, finalement, notre économie est chambranlante. Abordabilité, déconsommation, frugalisme. Ça, c'est mouvement sociologique. Un mode de vie de grande sobriété avec pour objectif de se soustraire à la société de consommation et de réduire son empreinte environnementale. Il y a de réduflation, on en a parlé. Réparabilité, qualité d'un bien qui peut être réparé. Ça, l'indice de réparabilité, on en parle beaucoup plus avec la loi aussi qui a été votée. Sobriété numérique. Oui, par exemple, l'intelligence artificielle dépense énormément d'énergie. Alors, il faut être un peu sobre dans ses interrogations et pas nécessairement aller rechercher dans toutes les bases de données du monde entier. Ça dépense beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau. Il y a soumission chimique et masculinisme, là encore. Avec l'actualité terrible. Qu'est-ce qui vous guide? Parce que on a déjà eu on a eu Jérôme qui a fait son dictionnaire du québécois. Vous l'avez vu, ça, le québécois parler des jeunes? J'avais fait une entrevue avec lui. C'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de dictionnaire? C'est une démarche rigoureuse parce que Jérôme 50, qui est un surnom, là, c'est son mémoire de maîtrise à l'Université Laval. Mais il y a un métissage de la langue. Toute description de la langue est intéressante. De là à dire qu'il y aura beaucoup de gens qui vont consulter ce dictionnaire, je suis pas certaine que les utilisateurs de ces vocables consultent les dictionnaires. Et ça évolue très vite parce que comme c'est un langage plus ou moins secret pour initier, dès le moment où on le publie, un peu comme l'argot. Ça devient obsolète un peu, c'est ça? C'est ça, c'est que... C'est le dictionnaire du chiller. On l'avait reçu aussi, les chillers et chilleuses du Québec. C'est un peu le portrait de la langue créative des jeunes, celle des influenceurs, des influenceuses, celle de la rue. C'est intéressant comme démarche. Celle des raves. Complètement. Tout à l'heure. Puis il a fait le tour du Québec pour aller voir dans chacune des régions comment les jeunes chillent avec les mots. Il y a aussi d'autres dictionnaires où... Êtes-vous en compétition avec les dictionnaires? Est-ce que vous regardez, vous lisez, vous dites, allez là, moi je n'irai pas. Mais non, parce que au fond, on le constate avec les ajouts des nouvelles éditions, on se recoupe, on se rend compte que les choix sont assez semblables. Et on constate aussi qu'ils sont de nature assez spécialisée, ces nouveaux mots. Ce sont des termes assez techniques du domaine de l'écologie, du domaine de l'économie, de la recherche médicale. Mais entre les dictionnaires, c'est que chaque dictionnaire a son angle particulier. Le dictionnaire Le Petit Larousse, c'est un dictionnaire encyclopédique qui contient des noms propres, qui contient des illustrations. Le dictionnaire Robert, qui est magnifique, c'est un dictionnaire de langue qui donne tous les renseignements sur l'histoire des mots, la prononciation, des exemples littéraires. Mais par exemple, le petit Robert vient de rajouter la très populaire expression des jeunes « fac », ça s'écrit « fac », F-A-K.
Je suis dans votre dictionnaire à vous. Je ne l'ai pas mis. Il n'y a pas fac. Fait que vous, fac. Et il ne figurera pas non plus dans la 9e édition, si jamais il y en a une. Qu'est-ce que vous en pensez de fac? Je dois dire que j'étais assez étonnée par ce choix. Je crois que c'est un choix pour un battage médiatique. Ah, vous pensez? Pour attirer l'attention. Parce que c'est quand même un mot qui est d'un registre non pas seulement familier, mais très familier. Il est dans le dictionnaire des chillers, je pense, probablement. Faudrait vérifier, là, même pas. Faudrait peut-être revoir. Mais fac, en tout cas, c'est beaucoup. C'est comme, en tout cas, c'est comme... Mais moi, mes jeunes ici, je suis entourée de jeunes. Est-ce qu'ils disent il y a beaucoup d'utilisation du fac. Ah oui? À tel point que ça percole sur moi. Ah oui? Ben oui, c'est rendu que... Mais on se parle tellement souvent. Ah oui. Oui, on réduit ton français, Isabelle. Qu'est-ce que tu veux? Mais il est certain que le multi, sa position est normative. Moi, le multi décrit la langue dans un registre courant ou soutenu. Oui. Alors évidemment, c'est un registre très familier. Oui. Mais ce qui est amusant, c'est que les chroniqueurs dans les journaux, dans les médias, ont dit fac est au dictionnaire, donc on peut l'employer. Mais bon, c'est pas tous les mots qui sont au dictionnaire qu'on peut employer dans une communication formelle. Exactement. Parce que c'est vraiment d'un registre très familier. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires là-dessus. Oui, 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Là, si on a le temps, une dernière petite question. On va au retour de la pause. On revient tout de suite après avec Marie-Èva de Villers. Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. On est de retour avec Marie-Èva de Villers, qui est la grande créatrice du multidictionnaire de la langue française, qui en est à sa 8e édition. Et je peux vous dire, il y a son poids des mots là-dedans. Il y a des nouveaux mots. On disait d'ailleurs avec Marie-Èva, c'est fascinant de voir à quel point les mots décrivent aussi, pas seulement qui nous sommes, mais parce que c'est un peu, dis-moi comment tu parles, puis je te dirai un peu qui tu es, d'où tu viens. Il y a de ça aussi, mais également de notre société. Vous nous avez lu là, des dernières éditions, des mots qui ont surgi à chaque époque. Exactement, et qui sont très révélateurs. On a beaucoup de commentaires, Olivier. Oui, à la question, est-ce que vous trouvez que la langue française est devenue un peu trop molle avec les nouvelles expressions, les mots qui rentrent par-ci par-là, les faqueux, ces mots-là? Et là, il y a Jonathan qui nous mentionne « La langue française perd de plus en plus de sa beauté et sa richesse, se ternit. En voulant la rendre de plus en plus simple, on encourage le nivellement par le bas de tout ce qui en découle, surtout sur le plan de l'éducation et la culture, et je rajouterais à ça, les fameux réseaux sociaux influencent énormément sur le langage, parce qu'on écrit rapidement des abréviations, des petits mots, et ça finit plus. Je dois être d'accord avec Jonathan là-dessus. Ouais. Oui. Vous en pensez quoi, Marie-Èva? Oui, c'est vrai, dans un contexte familier, on va recourir à des expressions qui sont plus simples. Cependant, il y a quand même le fait que, avec la scolarisation maintenant, qui est beaucoup plus importante, la proportion de Québécois, de Québécoises qui ont fait des études universitaires, on a une possibilité de choisir des registres de langue selon le contexte de la communication. On est un peu caméléon, finalement, Exactement. quand on parle. Puis il faut l'être, non? Des caméléons linguistiques, c'était le terme qu'employait le regretté linguiste Jean-Claude Corbeil. Oui. Et c'est justement la faculté d'adapter son niveau de langue au contexte. Et ça, aujourd'hui, on a davantage, une proportion plus importante de la population qui maîtrise les registres courants et soutenus et qui vont utiliser un registre plus familier quand la situation le permet. Comment arrivez-vous, Marie-Èva de Villers, à ne pas être imperméable à l'anglais qui nous entoure? Oui, c'est vrai que il faut résister. Parce que cette langue est devenue, les jeunes, beaucoup parlent, on parle maintenant de franglais. Oui, ça fait longtemps que le terme a été créé. Ouais. Ça remonte à au moins un demi-siècle.
Mais bon, on est toujours, évidemment, confronté à cette réalité que nous baignons dans un univers anglo-saxon. Vous, non, ça vous colle pas sur la peau. Ben, je dois dire que je ne fréquente pas les réseaux sociaux de peur de lire trop de... Puis vous allez pas au centre-ville de Montréal non plus? Ben oui, j'y vais quand même, parce que vous l'entendez, l'anglais présent. Oui, mais bon, il y a... Puis quand vous regardez les chiffres, même, c'est sorti encore récemment, la situation du français s'est détériorée à Montréal au cours des 20 dernières années. C'est Soraya Martinez-Ferrada, la mairesse, qui dévoilait le plan de son administration pour valoriser le français, la langue française dans la métropole. Il y a un déclin pan-canadien quand on regarde le taux d'usage du français comparativement à l'anglais, des chiffres d'il y a quelques années, mais on voit bien que le français chute aussi sur plusieurs fronts. Les gens le parlent pas forcément au travail, c'est une plaie. Oui, c'est préoccupant. Même dans des milieux de travail francophones, c'est encore comme à l'époque. Il suffit qu'il y ait une personne. Exact. Et là, tout se passe en anglais. Exact. Qu'est-ce que ça dit de nous? Ben, on n'a pas appris, visiblement. Oui, mais il y a aussi le fait qu'on a une proportion très élevée de personnes qui sont bilingues, voire trilingues. Alors, quand on voit qu'il y a une personne qui ne comprend pas, on passe à l'autre langue plus facilement. Quand on maîtrise soi-même plusieurs langues. Par gentillesse aussi, surtout. Par politesse. Par politesse, voilà. Par politesse, où souvent on entend, ben moi, ça me dérange pas. Quand on dit quelle langue vous voulez qu'on parle, français ou anglais, tu sais, dans l'avion, par exemple, de dire, OK, là, quelle langue on parle? Hein? Ben, parle français. Ben, il y en a qui vont dire, ben, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange. Pourquoi? Si on me fait choisir, je vais prendre ma langue maternelle. Mm-hmm. Après, si je suis la seule francophone dans une mer d'anglais, je me rallie. J'ai vécu à l'Ontario 5 ans, je peux vous dire. T'as pas le choix de te rallier. Mais il y a quand même quelque chose Est-ce que vous avez l'impression qu'on est assez fiers? C'est une capitulation. Oui, êtes-vous d'accord? Il y a moins de fierté. Oui, je trouve. On a capitulé. À Montréal, oui. Peut-être pas à Québec ou dans les régions, mais à Montréal, il y a cette promiscuité qui est telle et ce bilinguisme, ce trilinguisme. Mais vous avez dit capitulation. Oui. C'est un gros mot, ça. Ben oui. C'est préoccupant. Avez-vous déjà été aussi préoccupé qu'en ce moment sur le français? Non. Les dernières années sont plus... c'est plus évident. C'est plus évident, ce passage. C'est surtout les jeunes, à l'école secondaire, quand on lit les reportages où, dès le moment où ils sont pas dans la classe, ils se mettent à parler anglais. Complètement. Et je voyais des élèves d'un collège là à Outremont ou à proximité, à Côte-des-Neiges plutôt, un collège francophone. Et là, je les entends parler entre eux, tous, en anglais. Je dis, mais voyons, ils sortent de ce collège, c'est pas possible. Est-ce que vous leur avez dit? Non, mais ça m'a désolé d'entendre ça. Oui, complètement. Qu'est-ce qu'on peut faire, d'après vous? Je sais pas trop. C'est pas un problème facile. Parce que chacun peut parler comme il le souhaite. On peut pas intervenir pour la langue privée. Ouais, c'est vrai. Mais on peut intervenir sur la langue au travail. On peut intervenir. Et vous avez fait carrière à l'Office québécois de la langue française. Vous avez à l'école des HEC. J'ai été 23 ans. Exactement. Et à l'école des HEC, on se préoccupe de la maîtrise de la langue française. Il faut dans les affaires, c'est important. Obtenir le diplôme de baccalauréat en administration des affaires, il faut faire la preuve de la bonne maîtrise, de l'excellente maîtrise de la langue française. Alors ça, c'est très sérieux. Et quand on regarde, on vient encore de vérifier, 52% des Québécois ont un niveau, sont considérés comme des analphabètes fonctionnels, c'est-à-dire ils maîtrisent pas très bien, analphabète, ça le dit, hein, pas maîtriser le français écrit ou parlé, mais ils fonctionnent quand même. 52%, Marie-Éva de Villers? Oui. C'est énorme, c'est énorme. Moi, j'avais la question, parce que vous avez parlé de la fierté. Et souvent, les jeunes, quand on leur pose des questions, moi, à l'université, j'avais fait un vox pop dans la rue Dakar. J'étais allé voir les plus jeunes par rapport à pourquoi c'est important d'être fier. Un micro-poignet. Un micro-poignet, voilà, c'est vrai. Parlant de, on va utiliser les vrais termes. On avait posé la question en termes, est-ce que c'est important d'être fier de la langue et pourquoi? Et souvent, les gens parlaient comme quoi que l'anglais était beaucoup plus utile, d'accord? Et était cool. En soi, lorsqu'on parle anglais, cool, c'est cool parce que l'anglais, ça représente les séries Netflix, les Hollywood, tu sais, la grande bannière. C'est ce que dit David de Terrebonne, Exactement. D'ailleurs. Donc, pourquoi, tu sais, vous avez parlé de fierté, pourquoi que c'est important
d'être fier de la langue actuellement? En quoi le Québec est le Québec avec la langue française? Pourquoi on a l'impression que le français, c'est pas cool, finalement? Ouais, c'est ça. Oui, bon, c'est certain. Mais c'est l'essence même, au fond, de notre culture. La langue que nous utilisons, c'est pas simplement un outil de communication, comme l'anglais peut l'être pour ceux qui le maîtrisent. C'est notre identité même. Alors, c'est essentiel. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui même, là, je me suis dit, mon Dieu, mais ça tombe bien qu'on reçoit Mme de Villers. L'Office québécois de la langue française suggère d'encourager le Canadien de Montréal uniquement en français. Donc, ce n'est pas go Habs go, mais bien allez. Canadien, allez. Allez, Canadien, allez. Et d'ailleurs, ils ont fait toute une liste, d'ailleurs, d'anglicismes à bannir et de mots à découvrir quand on décrit, par exemple, un match. Un lexique dédié au hockey sur glace. Par exemple, une échappée au lieu de breakaway. Au lieu du icing, on doit dire dégagement refusé. Ça, on l'entend quand même de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez de cette liste, Marie-Èva? C'est très intéressant, mais je constate que but désert, changement de trio, égalité numérique, tous ces termes-là sont relativement utilisés dans la description depuis René Le Cavalier. Alors, c'est vrai. Je crois que ce vocabulaire est déjà très bien Mais on connu. dit encore, et surtout dans les publicités, on dit on niaise pas avec la poque. Oui, ne tergiversez pas avec la rondelle. Oui, bon, c'est sûr que... C'est un peu long. C'est peut-être un peu long. Mais vous m'aviez dit tout à l'heure que vous la trouviez pas mal, cette pub-là. Je trouve que ces deux jeunes joueurs-là, ils sont assez sympathiques. Est-ce que vous les connaissez? Êtes-vous capable de dire leur nom? Il y en a un, c'est Demida. Oui, bravo. Puis l'autre, c'est... 48. C'est? Lane. Lane Hutton. Oui, voilà. Bravo! Merci beaucoup. Alors, on va dire allez, Canadiens, allez Montréal, allez. On en parlera, bien sûr, un petit peu de hockey. On va surtout parler de la victoire de Montréal aussi avant de terminer cette émission parce que vous avez vu la victoire qui a remporté la Coupe Walter. Les filles au hockey ont mis la main sur une coupe. Alors, quand même. C'est un signe. Voilà. Mais avant, on va parler à Dr Benoît Eppel parce qu'on fait le suivi sur notre sujet d'hier. Là. Si vous étiez à l'écoute, le Collège des médecins, là, avec lesquels on s'est un petit peu... on a débattu de certaines positions parce que moi, je voulais des chiffres à savoir est-ce qu'on sait combien de patients vulnérables vont être inscrits? Vous savez que d'ici au 30 juin, il faut que les médecins de famille inscrivent des nouveaux patients. Ça fait partie de l'entente qu'ils ont signée avec Québec. On en parle tout de suite après ceci. Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Le docteur Benoît Eppel est avec nous. Je voulais lui parler parce que c'est un médecin de famille. Il est basé en Estrie et je voulais qu'on voit ce que pensent les médecins de famille sur le terrain de toute cette histoire-là. Vous savez, on s'en est parlé hier, il y a 500 000 patients qui doivent être inscrits d'ici le 30 juin. 500 000 nouveaux patients. Ça fait partie de l'entente qui a été signée entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement du Québec. Ça a été une longue négo, là. Je vous referai pas l'histoire. On est tous bien au courant. Ça a été assez douloureux. Et le 500 000 patients, c'est la cible. Et à la clé, il y a une bonification salariale de 2,5 %. Derrière cette course contre la montre, parce que c'est le 30 juin, c'est bientôt, il y a plusieurs questions qui sont inquiétantes. Hier, je parlais avec le Collège des médecins parce que le mois dernier, il nous avait aussi sonné un peu l'alerte en disant, là, le président du Collège des médecins, le docteur Gaudreau, à qui on a parlé hier, il était pas rassuré. Il brandissait même le code d'éthique en disant, il me semble qu'il y a des affaires qui se passent, que les médecins coupent les coins ronds. En gros, je paraphrase. J'y demandais des chiffres. Ils nous sont revenus. Le directeur des communications nous est revenu, d'ailleurs, avec certains chiffres. Je vais vous les donner tout à l'heure. Mais je voulais entendre le docteur Benoît Eppel là-dessus. Parce que, est-ce qu'effectivement, en ce moment, il y a comme une course aux patients plus payants de la part des médecins de famille et ce qui pénaliserait certains patients plus vulnérables? Alors, c'est ma première question, docteur Eppel. Merci d'être là, Benoît. Ça fait grand plaisir. C'est une grande question, hein? Je sais, et voilà. Sur le terrain, vous posez toujours des bonnes questions. Mais en tout cas, sur le terrain, je vous dirais que la grande course principale, au-delà des vulnérables ou pas, c'est vraiment le 500 000. Les gens s'organisent pour être capables d'en prendre plus. Pour ce qui est de l'argent qui vient avec des vulnérables ou pas, vous savez, le 75 millions qui a été mis initialement
pour nous inciter à en prendre plus, ça s'est fini le 31 mars. Ouais. Okay? Donc, c'était vraiment au début de ça. Et à ce moment-là, c'était si vous en prenez que vous inscrivez à votre nom, vulnérable ou pas, ils vont vous rapporter de l'argent. Si vous en prenez en groupe, ils vont vous rapporter moins d'argent. Alors, on n'a pas vraiment le levier, nous, personnellement, comme médecins, quand on demande à un groupe de patients de dire « Hey, envoyez-moi-en des vulnérables ou des pas vulnérables », parce que les guichets d'accès aux médecins de famille vont envoyer une proportion de gens. Si vous en demandez 100, ils vont vous envoyer une proportion de bien malades, de moins malades, puis de pas malades, parce que sinon, ça peut être très lourd. Donc, on a plus ou moins le contrôle là-dessus, puis on peut pas vraiment savoir, nous, quand on les prend, s'ils sont vraiment vulnérables. Parce que la grande question, c'est quoi un patient vulnérable? Le gouvernement dit, prenez-en 180 000, mais moi, je vous le garantis, je n'ai pris quelques-uns. Ceux qui nous annoncent malades, ils sont pas. Puis ceux qui nous annoncent en santé, ils sont parfois en tabarouette. Puis la facturation va dépendre plutôt de l'état du patient dans notre bureau. Donc, c'est très difficile à savoir, très, très, très difficile à savoir. Oui, mais la notion de patient vulnérable, quand même, c'est majeur. Puis là, ce qu'on semblait dire, puis encore aujourd'hui, c'est en une du Devoir, j'ai mon Devoir quelque part pas loin, oui, où on dit qu'entre autres, ce qu'on voit, là, c'est que on a même coupé un petit peu les coins ronds pour faciliter cette espèce d'offensive d'inscription en ce moment. Ben, le gouvernement du Québec a levé un processus de validation, c'est-à-dire on n'oblige plus la vérification de la réelle inscription. C'est-à-dire que pour un GMF, par exemple, pour être inscrit à un GMF, en ce moment, les gens se font envoyer une lettre chez eux. Fait que là, il y a plein de lettres qui partent de ma compréhension, Dr. Appel, puis vous me direz, là. Il y a plein de lettres, si vous êtes au courant de ça, il y a plein de lettres qui sont envoyées, puis on considère, normalement, on dirait, on va vérifier, parce que là, le patient doit appeler au GMF, puis dire, bon, ben là, ça a l'air que je suis inscrit, ça a l'air qu'il faut qu'on fasse ça. Mais là, c'est ça qu'on demande, là. Il faut que le patient s'inscrit. Parce que là, on considère qu'à partir du moment où la lettre est envoyée, c'est comme si c'est une inscription automatique, ça coche pour le 500 000. Mais d'un coup que Post Canada soit trompé de porte, d'un coup qu'on n'a pas livré, d'un coup que la personne est déménagée, d'un coup que c'est pas la bonne adresse, les gens vont quand même être comptabilisés dans le 500 000. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ouais. Non, mais la façon dont ça fonctionnait au début, c'est que les gens recevaient une lettre. Ça, c'est au mois de mars. Ils recevaient une lettre. Mettons, moi, j'en prends 100. 100 personnes recevaient une lettre en disant, si vous voulez, Dr. Appel est prêt à vous prendre. Si vous voulez, si vous acceptez, ramenez cette feuille. Ils avaient une feuille. Ramenez cette feuille signée au GMF. Puis on va vous inscrire sans vous voir, ce qu'on appelle, nous, sans visite. Ils sont inscrits. Ça a changé au courant du mois d'avril ou peut-être il y a quelques semaines où la RAMQ a renvoyé des lettres aux gens en disant, ramenez pas votre papier, on va vous inscrire d'emblée. Donc, les 5 que j'ai demandé, on va les inscrire sans visite. Mais il faut que je les voie éventuellement, ces patients-là. Donc, il y a un délai. Mais vous pourriez ne pas les voir du tout, puis vous auriez quand même votre 231 $, là. C'est une bonne question. En fait, il y a un forfait aussi qui est donné quand on le voit, le patient. Si je décide d'en inscrire 100 puis de jamais les voir, l'argent rentrera pas. Le 231 qui est versé va être versé sur la base que j'en ai inscrit 100 sans visite. Mais si je finis jamais par les voir, tu sais, moi, je vais en prendre 10 000, là, puis dans le fond, je vais prendre ma retraite l'année prochaine, ben, il y a quelque part un mécanisme qui va arriver que l'argent, ils vont me la récupérer. Là, je pourrais pas partir avec tout cet argent-là dans mes poches. Non, parce qu'il y a quelque chose d'irréaliste là-dedans. Là. Ben, c'est sûr, je comprends. Mais les médecins sont pas fous, là. Dr. Appel, les médecins sont pas fous. Ils vont juste dire un chiffre raisonnable. Chacun va en prendre une partie. Puis c'est facile d'envoyer des lettres. C'est ça que je veux dire, là. Puis hier, je vous parle. Mais les médecins se disent pas, je vais avoir l'argent puis je les verrai jamais. Puis ils se disent, ben, je suis capable d'en prendre 50. J'en demande 50. Je les inscris sans visite. Puis dans la prochaine année, les malades, l'entente, c'est ça. Dans la prochaine année, vous deviez voir les vulnérables, puis d'ici 3 ans, les non vulnérables. Donc tranquillement, les gens, moi je le vis, là, j'en ai demandé 130. Ben, les gens appellent, il y en a qui appellent pas parce qu'ils s'en foutent, puis qu'ils n'ont pas de besoin, puis il y en a qui appellent, puis je les vois tranquillement. Je n'ai vu 30 sur 130. Mais ceux que je verrai pas, éventuellement, ils vont être retirés de ma liste, mais l'argent, je la verrai pas, là. Ils vont être. Ben, vous êtes payé quand, le 2,5 % de bonification? Il tombe quand, normalement? Ben, comment fait, ça marche, cette bonification salariale? Quand on voit les patients. Donc, si je ne les vois pas,
Non, mais là, les nouvelles inscriptions, ça vaut de l'argent, là. Une nouvelle inscription, c'est 231 $, c'est bien ça? C'est ça. Puis il y a un petit supplément de 100 $, là. Si c'est un orphelin pur. C'est ça, là, qui inquiétait aussi Dr. Gaudreau, là, du Collège des médecins. Mais hier, parce que là, ce qui semblait arriver sur le terrain des médecins de famille, c'est que les médecins de famille préfèrent des gens qui ne sont pas inscrits à un GMF, qui n'ont jamais reçu de lettre, qui sont considérés orphelins purs. Genre, jamais eu un médecin de famille, jamais reçu de lettre de rien. Ceux-là sont plus payants. Ils sont comme 350 $, là, total. Et hier, non, c'est pas ça le chiffre? Non, c'est pas ça comme ça. Ben, dites-moi. Le chiffre, c'est 231,75. Donc, 231 plus 100 et quelque chose. Non. Le chiffre, c'est 231,75. Donc, il y a une entente, une enveloppe non récurrente de 75 millions qui se terminait le 31 mars. OK. Donc, le médecin qui s'engageait avant ça à prendre, par exemple, des patients orphelins purs aurait eu par patient 231,75. S'il se décide aujourd'hui, le 20 mai, d'en prendre encore, c'est 0. Le 100 $, c'est les inscrits collectifs. Donc, une clinique qui se dit, nous autres, on en prend 1000, ben, à la gang, ils auraient eu 1000 fois 100 jusqu'au 31 mars. Et si ces patients-là, vous dites, moi, je l'ai vu, mon inscrit collectif, puis il est bien malade, je vais l'inscrire personnellement, la différence est versée, mais le maximum, il est toujours 231,75 et ça s'arrête au 31 mars. Et qui calcule donc, c'est la ça? même enveloppe. Compliqué. C'est pas une scène de plus. C'est donc bien compliqué. Sincèrement, moi, je trouve que rendu là, on aurait dû vous donner 2,5 de plus, là. Puis on arrête le niaisage, on s'entend-tu? Non, mais je veux dire, c'est de la poudre aux yeux, cette affaire-là. Il voulait dire qu'il avait gagné. Exactement. Mais c'est de la poudre aux yeux. La population veut des soins, trouve que ça coûte cher. On a un gouvernement qui dit, si je mets une scène, je vous promets d'avoir plus de services. Puis on a une fédération qui va aller chercher de l'argent. Alors, tout le monde a gagné en disant, ben, on a eu de l'argent, mais on s'engage à prendre 500 000. Et le gouvernement dit, ils se sont engagés à prendre 500 000. Donc, c'est très politique. C'est une négociation. Mais l'enveloppe initiale pour prendre plus de patients, elle n'a pas changé, là, malgré l'article du Devoir. Il n'y a pas une scène de plus qui a été mise avec l'histoire des 100 $ puis des 200 $. C'est ce qui avait été négocié à l'automne. Mais là, ça a été confirmé par la directrice des communications de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Marie-Sophie Lheureux. Nous, on a demandé encore de parler à la FOMQ au président, mais il n'était pas disponible hier. Il n'était pas disponible non plus aujourd'hui. Je pense, Laurence, on lui a demandé. Et là, ce qu'elle dit, c'est les modalités ont effectivement été ajustées afin d'éviter certaines lourdeurs administratives observées sur le terrain. Les patients conservent toutefois la possibilité de refuser leur inscription à un GMF et de se retirer du processus. Et de rester donc un orphelin pur, je comprends, là. Ça, c'est ma compréhension. C'est ça. C'est ce que je disais hier aux auditeurs. Je disais, dans le fond, tu te souviens, Olivier, on disait, dans le fond, là, on veut pas recevoir la maudite lettre parce que ça nous pénalise. On veut être un orphelin pur. Ben non, parce que moi, le patient là qui reçoit une lettre en disant « Vous avez un nouveau médecin de famille, il s'appelle Dr. Eppel, vous pouvez le rejoindre à tel numéro. Si vous n'êtes pas d'accord, vous appellerez le GACO pour dire « Je refuse ». Sinon, vous êtes inscrit. Quand vous aurez des besoins, vous avez le numéro de téléphone, vous appelez. Il est content, lui? Le Dr. Eppel, il est content, mais ça a l'air qu'il y a des médecins qui préfèrent les orphelins purs, Dr. Eppel. Mais c'est ça que je dis. Moi, c'est un orphelin pur. Là. Isabelle Marachal, c'est une orpheline pure. Oui. Moi, je décide de prendre une patiente de plus, puis match le hasard. L'orpheline pure est plus payante que la personne qui a reçu sa lettre du GMF. Ben oui, mais c'est sûr, parce qu'on veut favoriser la prise en charge individuelle. C'est sûr que les inscrits collectifs sont moins payants. Donc, vous confirmez, Benoît, que les gens qui sont inscrits à un GMF se retrouvent à être pénalisés puisqu'on veut favoriser la prise en charge d'orphelins pires. Fait comprenez ce que je veux dire? C'est ça que le monde veut, Isabelle. C'est ça que le monde veut. Je sais pas, le monde ne sont pas contents. Oui, mais Dr. Eppel, les gens, savez-vous ce qu'ils me disent, le monde, là, justement? Ils disent, je suis inscrite à un GMF, puis je peux vous le dire, j'en ai dans ma famille, puis on voit pas plus, on se magasine pareil un médecin quand on a un problème, là, parce que... Mais tu le dis bien, Isabelle, c'est pour ça les gens, ils n'ont pas accès à leur médecin de famille. Mais c'est ça, mais c'est pour ça qu'ils ont mis plus d'argent pour les inscrire individuellement, pour favoriser l'inscription individuelle plutôt que l'inscription dans un GMF. Bon, on espère que ça va bien se passer. Toujours est-il là. Merci, Dr. Eppel. Merci bien. Vas-y.
On a essayé de clarifier les choses. Je vais quand même vous dire les chiffres officiels de la RAMQ en date du 9 mai. Ça, ce sont des chiffres que nous ont donnés le Collège des médecins en date du 9 mai, donc, qui démontrent que la sortie publique du collège, nous a-t-on écrit, a fait bouger les choses et qui explique pourquoi le Dr Gaudreault était rassuré hier dans notre entrevue. On dit qu'il y a 475 497 patients inscrits. Ça se rapproche du 500 000. Et 198 802 dits patients vulnérables. Voilà ce qu'on a reçu. On n'a pas eu de nouvelles du M3S, là, et on n'a pas du ministère de la Santé et des Services sociaux. On n'a pas eu de nouvelles de Santé Québec. Sinon, Santé Québec nous a renvoyé, dans le fond, au ministère de la Santé et des Services sociaux. Bref, c'est tellement bizarre et compliqué d'avoir des informations. Seigneur, on y passe des heures. C'est ce qui se résume dans la messagerie. Voilà. Pourquoi faire si simple qu'on peut faire compliqué? Sincèrement, écoute, pour résumer, pourquoi qu'on leur a pas donné 2,5% aux médecins, là, puis on arrête le calcul du bâtard, puis les complications, puis le monde qui gère ça, alors qu'on dit qu'on veut réduire la bureaucratie. Et, je veux dire, c'est du niaisage. Heureusement, il y a le hockey dans la vie. D'abord, il y a un match ce soir à Raleigh, en Caroline, mais il y a surtout eu hier la victoire de Montréal qui a remporté la fameuse Coupe Walter, le premier championnat de son histoire de la jeune ligue professionnelle de hockey féminin. 4-0 contre la Charge d'Ottawa qui a quand même chargé. Danielle Sauvageau, la directrice générale de la Victoire, est avec nous tout de suite après. Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Bien sûr, un match attendu ce soir, le premier de la 3e ronde qui va opposer les Canadiens de Montréal aux Hurricanes de la Caroline. Oui, et ça se passe à Raleigh, justement, en Caroline. Mais c'est pas du CH qu'on va vous parler. On est bien sûr derrière cette équipe. On s'en jasera demain. On leur souhaite la meilleure des chances. On veut vous parler de la victoire de Montréal parce que cette équipe de joueuses de hockey féminine ont remporté la fameuse Coupe Walter. C'est un exploit. Malheureusement, ça aurait mérité qu'on puisse être en mesure de suivre leur match parce que il y a eu comme une espèce de conflit d'horaire un peu désagréable. Mais l'important, c'est qu'elles aient remporté cette grande victoire. Danielle Sauvageau est avec nous. Elle est directrice générale de la Victoire de Montréal. Bonjour, Danielle. Bonjour, j'allais dire bonsoir parce que ça fait, j'ai l'impression que le match s'est terminé et on est encore hier soir avec le peu d'heures de sommeil. Mais merci de me recevoir. Et merci à vous, merci à vos athlètes fabuleuses et sincèrement, on est très fiers à Montréal, on est très fiers au Québec. Il y a comme une espèce de revanche aussi, Danielle Sauvageau, parce qu'on se souvient que il y a beaucoup de membres de l'équipe de la Victoire qui faisaient partie de l'équipe canadienne féminine de hockey à Cortina, qui auraient pu avoir l'or, puis qui ont finalement remporté la médaille d'argent, c'est bien, mais bon, c'est la deuxième. Et fait qu'il y a comme une espèce de revanche, non? C'est un peu comme un baume sur effectivement lorsqu'on parle de Anne-Renée, on parle de nos Canadiennes en fait, Erin Ambrose, Laura Stacey et Marie-Philippe Poulin, qui cette fameuse médaille d'or qui a été remportée du côté américain. Alors, je me rappelle comme si c'était hier, les joueuses sont revenues le lundi et dès le mercredi ou le jeudi, nous avions un match à New York et Anne-Renée Desbiens disait « Je sais pas comment j'ai fait, on avait remporté ce match, mais avec beaucoup de peine, avec visiblement le décalage, avec aussi toute l'émotion d'un tournoi olympique. » Alors, elle m'avait bien mentionné on va terminer fort cette année. On a l'équipe pour aller jusqu'au bout et on se doit de continuer. C'est deux choses complètement différentes et elles ont tenu promesse. Qu'est-ce que ça représente? On a vu Marie-Philippe Poulin. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente beaucoup pour Montréal. Ça représente beaucoup pour le hockey féminin, le mouvement aussi du sport féminin. C'est d'avoir des petits garçons et des petites filles dans nos arénas puis de dire c'est quoi la différence? C'est des compétitions de hockey jouées par les hommes, jouées par les femmes. Alors ça représente beaucoup ce mouvement du sport féminin, mais surtout ici on parle de hockey.
Et pour Danielle Sauvageau, parce que vous êtes une pionnière, Danielle, ancienne entraîneuse d'équipe Canada, vous êtes membre du Temple de la renommée au hockey, vous avez contribué à tracer la voie, vous êtes une bâtisseuse de ce hockey féminin depuis les débuts. C'est une victoire pour vous aussi, là. Pas simplement parce que vous êtes la DG de l'équipe, là, mais personnellement, là, c'est énorme ce que vous avez apporté à ce jeu. Ben, c'est une victoire parce que, bon, il y en a eu d'autres ligues qui ont tenté justement de se professionnaliser, puis je le disais encore hier, si on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce justement à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué à l'ascension du hockey féminin qui aujourd'hui, à la Place Belle, l'une des meilleures foules, on a joué devant salle comble combien de fois cette année. Et oui, malheureusement, par disponibilité d'amphithéâtre et d'avoir un horaire qui venait justement en conflit avec l'horaire du Canadien de Montréal, mais encore là, les gens étaient au rendez-vous. Voilà. Les gens sont là. Alors, plus qu'on en parle, visiblement, plus les gens s'y attachent. On avait des gens, lorsqu'on est arrivé aujourd'hui à l'auditorium de Verdun, qui avaient entendu parler qu'on arrivait, puis il y a une dame qui est arrivée, elle dit, je suis arrivée trop tard, puis pour moi, ma mère, qui a aujourd'hui 84 ans, aurait aimé jouer au hockey, et j'ai pleuré toute la nuit en disant, voici où est-ce qu'on est rendu. Wow. Alors, c'est beaucoup, c'est énorme pour celles qui étaient là, qui n'ont pas été capables de jouer au hockey. Et aujourd'hui, on va avoir des jeunes qui graduent des circuits universitaires qui vont arriver dans les ligues professionnelles et qui ont aucunement idée de comment ça s'est construit. Alors, Danielle Sauvageau, merci beaucoup et vous venez nous voir en studio dès que vous le pouvez. Félicitations encore à la victoire de Montréal. Bye tout le monde, à demain. Kid.